c'est fuck that, nouvelle équipe, nouvelle éthique, nouvelle époque, on ouvre les portes, merde. Je te jure, on aura le titre, je viens faire oh. Encore une magnifique journée, une magnifique balade à vélo. Après Rachid Jaïdani, après David Delaplace, aujourd'hui, je reçois un nouvel invité dans ma kitchen. Je me dépêche de rentrer à la maison pour finir mes préparations. Et même si techniquement j'ai eu plein de galères, je ne pouvais pas laisser cet épisode dans mes tiroirs. Allez, c'est parti. Un peu plus lisse. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on reçoit un troisième invité dans ma kitchen. C'est l'épisode numéro 3 avec un gars qui fait partie d'une famille qui... On va dire qu'il fait partie des quelques gens qui m'appellent la graille. Alors, voilà. Sur Terre, il y a différentes régions. J'ai différents surnoms. Voilà, et ben lui vient de l'endroit où on m'appelle la graille et il va vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti, générique. Si, méchant, c'est Eloquence Vibe dans ma kitchen, c'est maintenant. Salut Hello, comment ça va? Bah écoute, nickel, je suis content d'être là, ça sent déjà bon. On va se régaler, hein, je pense. Hein. Eh ben, bienvenue dans ma kitchen, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, ça fait longtemps que toi et l'équipe, genre Silas, ils veulent venir goûter quand ils voient les trucs que je sors sur les réseaux. Donc là, pour t'accueillir, on va commencer basique. Hein. Je t'ai fait le fameux poulet frit. Ah, écoute, Okay. hein, il est légendaire. Hein. C'est une légende urbaine. Ah, disons qu'il existe, il est là. Voilà, c'est plus une légende, il est pour de vrai. Et pour accompagner ça, je t'ai fait un guacamole, Yes. un peu de houmous, une mayo un peu corsée et la fameuse sauce Bellec. Ah. T'as un peu de focaccia que je viens de te faire griller là. Et voilà. Puis je vais te servir un petit verre. Je crois que je vais faire plusieurs émissions, moi. Hein Je crois que je vais faire plusieurs émissions. Hein. Ah bah tu vois, chaque fois il y a des recettes différentes. Hier j'ai fait effiloché de bœuf avec les sandwichs. Tu regardes un petit peu t'as regardé un petit peu les recettes? Ouais, si, je regarde, mais tout a l'air appétissant. Après, le mieux, c'est de goûter. Hein. Voilà, Tu c'est connais, ça. hein. Est-ce que tu peux te présenter, Hello, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, Eloquence Vibe, ancien membre du crew Fuck That, je suis du 91. Ça fait 20-25 ans facile qu'on fait un peu de rap. Et voilà tout, mais googlez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, il y a beaucoup d'albums, il y a beaucoup de mixtapes, il y a des projets avec mon crew de l'époque Fuck That, c'est à l'époque où on s'est connus. Voilà, c'est ça. Yaya, Ideal G, Fuck That. Mais c'est pas celui-là, mais Si, c'est celui-là. ça c'est le vinyle, ça. Ça c'est Ouais, le vinyle. c'est Hein. le vinyle. C'est le vinyle, ouais, du maxi 4 titres. Avec ta Bon, on était un peu plus jeunes. Hein. Avec ta photo, Eloquence, Method Man, là. 13, Apotrage, Diane, DC's, Flag. Ouais, c'était la belle époque. Et voilà, donc toujours, ça s'est sorti en 2004, on est en 2025, on lâche pas l'affaire, on essaye de faire de la musique de qualité pour tout le monde. Donc c'est ça, ça fait 20 piges qu'on se connaît. Ouais, ça fait 21 ans qu'on se connaît. Hein, ouais. Et on l'appelle la graille parce qu'à l'époque, il nous parlait toujours de cuisine, etc. On n'avait pas encore goûté. Hein. Et donc, on lui a dit, mais tu nous parles tout le temps de graille, donc maintenant, toi, ça va être Thierry la graille. Et voilà. Et c'est resté 21 ans après. 20 ans après. Ouais. Et donc toi, tu viens de Évry. Ouais, d'Evry. Bon, après, j'ai grandi à travers le monde. Hein. Je suis né en Russie, j'ai grandi en Belgique. C'est vrai. Ouais, donc j'ai grandi en Belgique, un peu habité aux États-Unis. Dans le 92, à la base, quand je suis arrivé en France, je suis un gars de la Défense, Courbevoie. Mais après, très tôt, vers 14-15 ans, je suis arrivé dans le 91 à Évry. Et depuis, je suis toujours un peu dans le même coin. Et t'es né en Russie, tu peux m'en dire un peu plus de ça? Bah écoute, le Parce que daron, c'est vrai que j'avais oublié, tu suis tes parents à l'époque, donc le daron il travaillait à Moscou. Donc je suis né à Moscou, je suis resté jusqu'à 3 ans à Moscou. Après on était en Belgique, à Bruxelles, de 3 à 11 ans. Et après à 12-13 ans, je suis arrivé en France dans le 92 et puis dans le 91. Hein. Donc on a baroudé parce que le daron il a bossé dans plusieurs pays, c'est tout. Ok. Toi t'es d'origine camerounaise. Ouais, je suis du Cameroun.
Le continent, comme on dit chez nous. Ouais, je suis camerounais. Après, la daronne, ma daronne, elle est française camerounaise. Et du côté du daron, l'arrière-grand-père aussi est français. Donc on va dire un mix entre Cameroun et la France. Ok. Pédigré intéressant. Bah écoute, intéressant, je sais pas, mais ouais, je suis un peu un gitan. J'ai vécu sur plusieurs continents et je pense que ça ouvre l'esprit. Et même, Bah ouais. Et même musicalement, ça m'a fait... je suis arrivé très tôt aux États-Unis, vu que j'avais aussi de la famille aux États-Unis. Donc je vais aux États-Unis depuis que j'ai 12-13 ans. Donc j'ai toujours, avant même de rapper, j'étais déjà aux États-Unis. Et ça m'a ouvert l'esprit, ce qui fait que ma musique est peut-être un peu différente de ce que le rappeur lambda en France y fait. Quand tu as vécu en Afrique, en Europe et un peu aux États-Unis, forcément ça se ressent dans ta musique. Elle est plus éclectique que le rappeur moyen, on va dire. Lambda, ouais. Ok. Toi, tu as été connu pour une BO de film, tu avais fait un morceau sur... Ouais, on va dire le grand public qui m'a découvert avec Taxi 3. Voilà, on avait fait la BO avec Kelia, c'était une grosse BO. Il y avait du Pharrell Williams, il y avait du Rof, du Booba, du 113, etc. Ouais. Donc on va dire, on a fait un gros single à l'époque, qui passe toujours même en boîte, c'est ça qui est encore à la radio, et pourtant c'est sorti en 2003. Donc le grand public me connaît avec ça, mais sinon les fans de hip-hop, ça faisait déjà 2-3 ans que je sortais déjà des albums ou des projets. J'étais sur des mixtapes, Cut Killer, DJ Posca, avant ça, tu vois. Et ma femme, le hip-hop, mon job non-stop. Ouais, t'as toujours été dans le game, mais t'as pété sur un truc qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec ce que je faisais avec déjà. Ce que tu faisais à l'époque et... Après c'est normal, hein, quand t'as une grosse machine, il y a l'attitude avec le t-shirt. T'as un projet comme Taxi, t'as Luc Besson, t'as des gros sous derrière, t'es en rotation à Skyrock, donc forcément le grand public il te découvre à partir de là. Mais moi ça faisait déjà 3-4 ans que je sortais des projets avec mon équipe, là, avec Fuck That et des trucs en solo, tu vois. Mais, alors, Fuck That, tu peux expliquer aux gens ce que c'est pour ceux qui connaissent pas ce... Fuck That, c'est le label, mais c'est un crew de rappeurs qu'on a monté en 2002-2003 avec This Is La Peste, Flag, Apotrash, 13 Lafreux, Diane et un producteur qui s'appelle Complex. Donc on était 5-6 rappeurs et un producteur. Ouais. Là, on a sorti un album justement en 2004 qui était très avant-gardiste. On est à la pointe de notre bordel, il n'y a aucune rime facile, aucun truc qui est laissé passer au hasard, rien. C'est la Ligue. Tu connais la Ligue? Tu connais la Avec Ligue? Sean Connery. La Ligue des Gentlemen extraordinaires. Bah, nous, c'est quoi? la Ligue des rappeurs extraordinaires. Ok. Ça fait mal au cul. Tu vois? Fuck that, gros d'or en autant, mon flow or ou argent. Ok, Eloquence Vibe, artiste de chez Fuck That, on est là, on prend des photos pour l'album Fuck That FM. Et voilà, donc après l'aventure elle s'est terminée en nœud de boudin vu qu'on a arrêté un peu après cet album du collectif. Santé. Mais tout le monde, merci, tout le monde a continué à rapper plus ou moins. Mais 20 ans après, il n'y a plus que moi qui tient la baraque, qui rappe encore, parce que tous les autres ont arrêté. Après D6, lui, il continue aussi de faire de la musique, mais il est plus dans le chant maintenant. Donc on est les deux rescapés de cette époque bénite. Fuck That FM. Je Yes. me rappelle de la session photo, on avait clippé là dans ouf, avec le van en mode agence touriste. C'est fuck that time, éloquence liquide, liquide, le beat, t'as pu repeat, ma team 9, l'équipe, tu kiffes, lyrics de feu, quand je kill des beats faciles, le style agile, phénoménal, Enda, les frères poussent la fonte, font des pompes, 16 piges, trop de brouillons, font les cons, direction 11, Fleury, Mérogis, on a la dalle, donc ça caca. ça, c'est bon ouais. délire, hein, j'ai réécouté et c'est vrai qu'il y avait un bon délire, le coup de concept du van. Ouais, la radio pirate, tout ça. Écoute, on essayait de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Et j'ai recroisé plein de rappeurs un peu plus jeunes qui ont été inspirés et qui ont beaucoup écouté cet album. Hein. L'équipe, on en parlait tout à l'heure. 1995, les Dean, tout ça, ou même des mecs comme Gims, tu vois, la section d'assaut, ils nous écoutaient beaucoup. Oui, bien sûr. Tu vois, vu que nous on était en mode freestyle, kicker, machin, rappeur technique. Et puis attitude très, très, très quinri.
Bah Moi, ouais, carré. Très quinri. En même temps, vous étiez ultra marqué 91, Ouais, c'est ça. mais Quinri, ultra dans la tendance du moment de New York, quoi. Bah après, le truc, c'est que le 91, nous, musicalement, on est un département jeune. On n'avait pas d'anciens qui rappaient. Tu vois, dans le 93, 94, ou même à Paris, ils avaient déjà des anciens qui avaient déjà mis les premières pierres à l'édifice. Nous, le 91, c'est très très jeune. Donc nous, on est les premiers rappeurs d'Evry à, on va dire, entre guillemets, percer. Et dans le 91, vu qu'on n'avait pas d'anciens, nous, l'équipe, que ce soit Evry, Grigny, Corbeil, etc., nous, on était très rap américain, tu vois. On était, avant, même tu me parlais de New York, mais c'est-à-dire que nous, on écoutait déjà le rap du Sud. Ouais. Tu vois, les Master P, Cash Money. Nous, on était des gens dans ça quand à Paris ou dans le 9-4 ou le 9-3, ils étaient très Mobb Deep, son sombre, etc. Nous, on était déjà dans une musique plus festive, plus bounce, même s'il y avait toujours ce côté street, mais musicalement, c'était déjà plus bouncy, on va dire. Donc, on a été pratiquement les premiers à faire du rap un peu à la Neptune, Timbaland, des trucs comme ça. On avait eu la chance d'avoir un producteur qui arrivait déjà à faire des sons comme ça et on était déjà hors le boom bap violon ou piano qui a marqué le rap français, on va dire des années 90 jusqu'à 2010. Les gens étaient très New York, nous on avait cette base New York, etc. Mais on écoutait déjà le rap du Sud, le rap texan, le rap d'Oakland. Donc nous on était déjà vraiment sur tous les États-Unis. Et la mais France... je me rappelle que vous étiez dans un truc très... Même les sons dont tu parles, c'est des sons très festifs, très strip club, très... ouais, c'est ça. Très attitude club, etc. Alors que la France, à cette époque-là, on était dans la mélancolie du piano, et d'un rap malheureux, ténébreux. Non, nous, on n'était plus dans ça, parce que, en fait... c'était un truc beaucoup plus joyeux. Bah, nous, on est... comment dire, nous, on était... même si on était de banlieue, avec ce côté, bien sûr, street, mais on forçait pas le trait. C'est-à-dire que t'écoutais les albums qui se faisaient à l'époque, les mecs, on aurait dit leur vie c'était triste, c'était machin, et pourtant ces mêmes mecs, ils allaient en club, ils faisaient la fête, ils voyageaient, et nous on voulait avoir toutes ces facettes. Donc du côté hardcore comme du côté festif ou plus léger, un jour tu pleures, un jour tu ris, et donc dans notre musique ça se ressentait, on n'était pas monogame. On était déjà sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais quand même, quand vous proposiez des trucs, une vision sur le monde, etc., je me rappelle plus du nom du morceau, là, avec Diane qui raconte un truc d'un enfant qui subit des sévices, hardcore, etc. Ça restait quand même sur des sons qui étaient, non, mais après rythmiquement ou c'est ça, c'est ambiancés, quoi. C'est ça, on a toujours été sur des... On était très vite dans des BPM et des cadences très festives et très dansantes. Mais on faisait un peu de tout, on était des couteaux suisses, hein. Franchement, on posait un peu sur tout. Donc, c'était la dalle aussi. On veut bien faire un plan avec les keufs qui sont wedge. Hein? On dit ta putain, on a la dalle. Viens, t'en manges du béton, fils de pute, tous les jours. Ce que j'ai envie, c'est que tu goûtes quand même. Parce que tu dois avoir faim. Ah, écoute, hein, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé en sachant qu'on faisait le podcast. Attends, je mange déjà nature. Voilà, c'est ça, ce que j'allais exactement te dire. Oh là. Je vais t'accompagner. Il se passe quelque chose. Comme dit le roi Enoch, ça devient vrai dans la pièce. Ah ouais. La chapelure, elle est pas trop lourde. Elle est goûteuse. Le poulet, tu l'as fait mariner avant. Hein? Ouais. Ah ouais, ça se voit. Évidemment. Oh là là. Ah ouais. C'est pas les bêtises du KFC, tout ça. Hein? Voilà. Ah là là. Merci. Attends, moi, spicy sauce. Alors, Bellec. Elle s'appelle Bellec. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Ah ouais. Tu vois ta sauce, hein? Ça me fait penser. Ça, moi, je suis du Cameroun, de la côte, de Kribi. C'est les plus belles plages du Cameroun. Et tu vois, ce genre de sauce, c'est ce que nous, on fait. Le poisson. Le poisson. Bah ouais. Ça, tu mets ça dans le poisson, braisé, parce que nous, on braise le poisson. Tu mets dans du poisson braisé, tu fais cuire ça gentiment. Et c'est exactement ça. Ouais. La daronne, elle fait des trucs comme ça. Là. Cette sauce, en fait, moi, c'est pareil, je l'ai mangée dans des circonstances
Oh là là. de restaurants, de trucs comme ça, et plus tard en vrai. Mais pour moi, ouais, c'est un marqueur. Oh là là, et ça, c'est quoi ça? Mayonnaise, là? C'est une mayonnaise que j'ai faite avec un piment mexicain, justement, que m'avait ramené Étienne. Oh là là. Oh là là. Faut que je me donne la recette de ça. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est de la mayo. Après, comme j'ai... Une sauce piment. Ah ouais. En fait, j'aime bien faire des sauces, mélanger des trucs, etc. Ah ouais, tu fais des fusions. Ah non, mais je fais des trucs, par exemple, là, j'ai fait une sauce piment. J'avais fait des pickles Ouais. qui n'avaient pas marché, Ouais, que personne ne mangeait, même moi, j'y touchais pas. ouais. Et t'as remixé ça. Je les ai retransformés et j'ai fait une sauce piment avec un peu la même base. Oh là là. La base, c'est ail, gingembre. Ça, tu vas kiffer, c'est le houmous aussi. Enfin, mousse. Là, je suis fan de tout ce qui est cuisine libanaise, tout ça, donc tu me parles de mousse. Ouais. Bah, moi, j'aime justement les fusions. Du moins, j'aime métisser un peu la cuisine. Donc là, ouais, t'as du guacamole, de la mayonnaise, de la sauce piment. Donc t'as du Mexique, de l'Afrique, un peu de la France du Nord, etc. Et le houmous, qui est plus en mode Méditerranée. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là. Mais en tout cas, c'est très très bon. Hein. Ah ouais, tu peux ouvrir un resto facile. Après, je pense que la cuisine, hein, c'est une histoire d'amour. Ouais. Faut aimer et faut être curieux. Voilà, moi, c'est aussi ça, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui fait que... Moi, je suis très fan de cuisine, même si je suis pas un cordon bleu du tout. Mais je pense que la cuisine, c'est déjà un partage. C'est un peu comme la musique. C'est-à-dire que inviter des gens à faire goûter des trucs, bah, ça réunit beaucoup de monde. Tu vois, même des gens qui ne sont pas forcément de la même culture, en fusionnant des trucs, des goûts, bah, ça rapproche. Et c'est un peu comme la musique, c'est un partage, c'est une convivialité. C'est un moyen de découvrir aussi. Exactement, c'est ça. Tu vois, même les gens qui étaient un peu fachos, bah, ils vont aimer le couscous. Ils vont aimer les trucs mexicains ou les trucs quinf. Et c'est un premier pas pour accepter la différence des autres, tu vois. Donc, la cuisine, c'est... Bah, après, en plus, c'est vital, à la base. Mais ça rapproche les gens. Un peu comme la musique, donc c'est essentiel. Mais en tout cas, ouais. Toi, Et tu cuisines un peu? un peu, c'est-à-dire que ben moi, très, très jeune, parti de chez mes darons. Donc, chambre étudiante, puis un appart très tôt. Dès la vingtaine, j'habitais seul, donc t'as pas le choix. Il faut que tu apprennes à faire un minimum. Donc, voilà. Et après, pour rien te cacher, ces dernières années, grâce à Internet, etc., maintenant, vas-y, tu vois, avant, il y avait la jeunesse, voilà, il fallait prendre un bouquin de cuisine ou quelqu'un te montre. Maintenant, tu vas sur YouTube, il y a des mecs qui font des trucs exceptionnels et tu as juste à prendre des idées à gauche, à droite et tu as des informations beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, par exemple, pendant le Covid, t'es à la maison à rien faire. Bah là, j'ai appris à cuisiner un peu asiatique. D'accord. T'as vu les bases, les sauces soja, sauce huître, sauce sésame, etc. Donc, pas pour faire des trucs de ouf, mais juste faire un bon riz cantonné. Ouais, et puis avoir un truc qui te fait voyager. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, j'ai toujours été porté sur la cuisine, mais je suis pas... Mais je me débrouille et maintenant, grâce à Internet, bah, ça me permet de me spécialiser dans des trucs que j'aime bien manger, tu vois. Donc, comme je te dis, avant, je savais pas faire un truc asiate. Maintenant, voilà. Je fais des trucs asiates, du poulet, du bœuf, des trucs... Et la viande, la cuisine du pays un petit peu ou pas? Non, pas du tout. Bah, après, c'est... la cuisine africaine, ou en tout cas celle du Cameroun, faut avoir du temps. Tu vois, donc c'est les trucs... même, faut savoir, nous, on a des trucs comme le plat du Cameroun, on va dire le plus connu, c'est le ndolé. Donc c'est genre des feuilles comme l'épinard, mais avant de le préparer, il faut le laver, il faut bien le faire, parce que sinon tu vas aux chiottes pendant 3 jours. Donc la cuisine africaine, non. Et moi, je suis d'une famille de cuissots, c'est-à-dire ma grand-mère, c'était une grande cuisinière, elle a bossé dans des restos il y a 30, 40 ans. Donc on va dire le level il est haut. Donc je me suis jamais aventuré. Après, voilà. Des trucs comme toi tu fais, c'est-à-dire
les trucs pimentés pour faire du poisson ou pour mettre dans tous les plats, parce qu'en fait tu peux les mettre dans tous les plats. Moi, depuis que je la fais, j'en mets partout. Voilà, tu vois. Donc oui, ça je sais faire un minimum des trucs comme ça, mais non, je me suis jamais vraiment aventuré dans la cuisine de chez moi ou même africaine. Après, des petits trucs comme les trucs qu'ils font au Sénégal, le yassa, tout ça, ça je sais faire, mais tu sais, c'est des plats assez faciles à réaliser. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois. Ouais, mais le résultat, même si c'est facile à réaliser, là justement, j'avais envisagé de sortir des recettes de yassa et de mafé express. Ouais. En mode simplifié, tu vois. Ouais. Sans forcément tous les légumes, mais que t'aies la base. Ouais, mais Dans le yassa, que t'aies la base des oignons et du poulet et du citron. c'est ça. Et que pour l'autre, t'aies la sauce cacahuète, tu vois, le côté gras, le côté... Ouais, dans le mafé, dans les trucs comme ça, ouais. Oui, donc je connais 2-3 trucs, mais je suis pas... Cuisine africaine, c'est pas... Je cuisine pas. Après, voilà, c'est peut-être parce que, voilà, Après, c'est même pas ça, vu que les week-ends, j'ai chez la daronne, je tape ça. C'est ce que j'allais dire. Je me dis, besoin, en fait. j'ai pas besoin d'apprendre à cuisiner ça. Mais tu devrais quand même, parce que le savoir-faire des darons et tout, c'est bien de l'enregistrer. Ah ouais, ils font pas de podcast, les darons. Hein? Les darons, ils font pas de podcast, Ouais, donc... Donc il faut visualiser pour comprendre c'est quoi les petites techniques, les petits trucs, c'est clair. les petits ingrédients spéciaux, les petits trucs. Après, ils ont même certains ingrédients que... moi, je vois ma daronne, si tu les fais pas venir du bled, tu peux pas... Tu vois. Ouais. Donc moi, quand le daron, vu qu'il fait souvent les allers-retours, il ramène toujours certains condiments ou certains trucs. Ouais, c'est le coup pour les Sénégalais, le yet là pour le... Voilà, le voilà, c'est ça. On a des trucs que tu vas trouver difficilement. Il faut les ramener de là-bas. Tu vois, parce que c'est pas commercialisé à viande de grande brousse. échelle. Ah non, ça, moi je mange pas les trucs comme ça. Un petit ragoût de singe. Non, je mange pas ça. Non. Mais oui, il y a certains trucs. T'as jamais goûté ça même au bled? Non, moi j'ai pas mangé. Après, moi je faisais des bêtises ici. Bref. On m'a renvoyé au bled comme beaucoup. D'accord, c'était le bled forcé. carcéral. Ouais. Non, le carcéral c'était ici, après on m'a mis dans l'avion, tu vois. Ok, ouais. Et j'habitais pendant 2-3 ans chez mon oncle. Ah, lui, il était tout terrain. Alors franchement, il mangeait tout, hein. Du crocodile, l'éléphant, même du singe, la viande de brousse. La première fois que mon oncle il revient du village, en fait, il passe pour aller où j'étais à Douala, pour aller sur la côte, tu passes par la jungle, la brousse. Et t'as des pygmées au bord de la route, ils te vendent des viandes, et tu te dis, même pas en greffe, t'as envie de les manger. Bref, mon oncle revient d'un trip au village et tout, il revient. Il me dit, va dans le coffre de la voiture, il y a des trucs à sortir. Et j'ouvre le coffre, je vois un singe comme ça, il est mort. Je n'ai même pas touché au singe. J'ai dit, bon, moi je vais jouer au foot. Courir et tout. Voilà. Et je suis parti. Et quand je reviens, je vois le boy. Chez nous, on dit le boy. C'est le mec qui s'occupe de tout. Ouais, qui s'occupe de tout un peu à la maison. Il était en train de fumer le singe. T'as vu, ils avaient fait un feu. Ils ont fumé le singe. Après, ils ont enlevé la peau du singe. Comme c'était une orange, tout ça. J'ai dit, bon, moi je repars encore. Et donc, j'ai pas goûté le singe, mais des trucs comme l'éléphant, le caïman, le porc épic, j'ai goûté. Mais le singe, non, j'ai dit... Ouais, je sais que, justement, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez inhabituels de ce qu'on consomme en Europe, parce qu'ils sont pas accessibles, Mais bon, tu vois, en France, on mange des grenouilles, on mange... Ce que j'allais te dire, t'as vu, nous, il y a des grenouilles chez nous. On mange des trucs bizarres, hein. Ils imaginent même pas manger les grenouilles. Ah oui. T'as vu. Mais après, c'est juste une question de culture. C'est ça. C'est ça. Non, je suis prêt à tout manger, mais le singe, franchement, c'est chaud. C'est cousin. Même mes cousins, les fils et les filles, ils mangeaient pas le singe. Ouais. Mais les autres trucs, j'ai goûté, même la soupe de tortue, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Et je me régale, hein. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais franchement, stop. Alors, j'ai eu une autre idée. Alors, putain, ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse. En me disant, bon tiens, il m'avait dit Extravaganza. Bah ouais, c'est le titre de l'album qui est sorti là, l'été dernier. Ouais. Voilà. Et je m'étais dit que j'allais faire une sorte de lobster roll. Ouais, Sans moi ça. Oh là là. Oh là là. Alors, c'est crevettes que j'ai fait sauter à l'ail et au beurre et persil, tu vois. Une mayonnaise, c'est celle-là. Une mayonnaise que j'ai faite un peu avec du piment. Je la tape depuis tout à l'heure, franchement. Et j'ai rajouté de la truffe au CBD dedans. Pour le côté extravaganza, tu vois. Mais écoute, hein, franchement... Quelques zestes de citron. Ah non, mais c'est très... ça, c'est un truc ce que tu viens de faire, là.
c'est un truc que j'ai toujours voulu tester parce que bon, moi je suis très porté sur les États-Unis et ça c'est des trucs qu'ils font beaucoup dans le Massachusetts à Boston. Ouais, voilà. Ils font beaucoup de sandwichs lobster avec ce même genre de choses sur du pain brioché, ouais. etc. Et il paraît que c'est grave bon et j'ai jamais goûté. Après je suis jamais allé à Boston non plus, moi je suis plus new-yorkais et texan. Ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu goûter. Alors le problème c'est que j'ai pas la brioche qui se prête vraiment à ça. Mais j'avais envie de tester quand même. Bah écoute, hein, On je va, veux bien être ton cobaye sur cette affaire. Hein. on va tester ça. Je vais là chauffer un petit peu quand même. Et j'ai fait aussi un pain perdu. Alors, ça, J'ai plein de trucs. Alors si tu veux, en fait, moi, la cuisine, là, c'est quand c'est comme ça, des fois, je sais pas trop où je vais. Donc je fais des trucs. J'ai fait un gâteau au chocolat. Faut expérimenter. Qui est un gâteau au chocolat. En fait, pareil, j'ai fait un gâteau au chocolat, il a pas marché. Donc je l'ai remixé. J'ai refait un autre gâteau au chocolat. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Là, j'ai une sorte de sauce. Ah ouais. Mais juste un doigt. Attends, je vais prendre avec un petit peu. Non, ouais, il faut du sucre. Ah, il me faut du Il sucre. faut du sucre. Attends. Hop. Voilà. Tu as capté le délire. Ah ouais, on aurait dit même un dessert presque. C'est un dessert. Là, je suis en mode sucre. Là. C'est crème pâtissière, façon ouais. crème anglaise, crème pâtissière, un mélange entre les deux. C'est ça. Ah ouais, c'est très... Pour le gâteau au chocolat ou pour le pain perdu avec la brioche. Ouais, tu fais tremper le pain dedans, ça doit être exceptionnel. Voilà. Ouais. Et donc là, je voulais parer ça. J'avais fait pareil, j'ai fait je fais beaucoup de trucs autour des pommes. Ouais. Des tartes aux pommes, des trucs. Et là, je voulais faire des chaussons. Mais j'étais un peu pris par le temps. Franchement, Voilà. un homme qui gère autant la cuisine, là, c'est une bénédiction pour les nanas. Hein. Ah, ta meuf, elle doit kiffer, hein. Ah, ma meuf, elle ne dit plus rien. Elle dit, Ah ouais, juste ça. Déjà, elle est pas cuisine. Ah ouais, donc là, elle est... Déjà, elle n'est pas cuisine Ah ouais, de mais base. ouais, Donc, vu que moi, je me suis un peu spécialisé, bah, elle a complètement lâché Ah ouais. l'affaire. Et, franchement... et je suis full Ah ouais, non mais ça... je suis full dedans. Comme on dit, le chemin le plus court d'un homme vers son estomac, c'est la bouffe. Vers son cœur, ça passe par l'estomac. c'est clair. Mais pour une nana, c'est pareil. Hein. Mais c'est pareil pour tout le monde. Ouais, tout le monde est gourmand, tout le monde aime bien les bons trucs. Et c'est pas tout le monde qui aime préparer, tu vois. Surtout à nos générations maintenant. C'est pas comme il y a 20, 30 ans où toutes les daronnes savent préparer. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des nanas en cuisine, elles ont juste un niveau moyen, tu vois. Elles savent faire des pâtes. En fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que je l'ai remarqué même de manière statistique sur mes chaînes, notamment sur YouTube. Ouais. J'ai plus de mecs abonnés que de meufs. Ouais, parce que les mecs, on est plus intéressés. Les je mecs te sont jure. vachement intéressés par la cuisine et dans notre génération, je me rends compte qu'il y a, j'allais dire 70% des mecs qui cuisinent, quoi. Mais on n'a plus le choix, je te dis franchement. J'en reviens toujours à nos darons, etc. Ouais. C'est-à-dire que nos darons, elles maîtrisaient. Les nouvelles générations, même un peu moins jeunes, une nana de 20 ans aujourd'hui, une meuf de 20 ans ou même 30 ans qui a un niveau décent en cuisine, c'est presque une perle rare. Hein. Ouais, je te dis, franchement, c'est impressionnant. Après, c'est avec le temps aussi, où les gens ont moins de temps. Avant, nous, nos mères, elles étaient mères au foyer. Ouais, mais même c'est un rapport à la société. Les meufs aujourd'hui, elles travaillent, elles sont en mode. Tu vois, là. Si tu veux manger, bah cuisine. De cuisine, ou sinon ça commande. Enfermé dans une cuisine, tu vois ce que je veux Mais dire. après, je pense que Ça peut être une prison aussi, des fois, une cuisine. Hein. c'est clair que ouais, pour nos darons, c'était un peu une prison, mais après, je pense que même pour faire découvrir à tes enfants des goûts, leur faire accepter des légumes, si tu sais pas les faire bien faire les légumes, c'est normal que les gamins ils veulent pas manger de légumes. Hein. Si tu fais juste à la vapeur, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien. Tu vois, donc non, c'est super important d'avoir au moins des rudiments de cuisine. Hein. Là, maintenant, les gens, c'est du surgelé, ils mettent au micro-ondes, la vibe des air fryers, des machins. Le cancer de la cuisine aussi, c'est Uber. Hein.
C'est Ouais. le fait de la flemme, tu n'as plus besoin de cuisiner, tu appuies sur un bouton et tout de suite Et t'es tout livré, ça arrive tu chez vois. toi. Mais bon, après, même en termes de qualité, hein, moi, c'est pas pour. C'est bien qu'on ait ces fast-food, etc. C'est machin. pratique, mais... En termes même de nutriments, de qualité, même de plaisir, la cuisine, Voilà. manger, ça doit être un plaisir, pas juste s'alimenter. Juste manger des trucs gras parce que psychologiquement, ça passe mieux. Il n'y a pas vraiment de goût, il n'y a pas de nuance, il y a les ça. trucs, il n'y a pas de frais. Moi, j'aime justement les strates de saveurs, les différentes textures. Ben oui, et, c'est ça, tu vois. Alors que. Et puis quand tu commences à mettre le doigt dedans, Ah ouais, mais c'est. comme tu disais, tu éduques ton palais, tu éduques. Ouais, tu c'est vois, ça. et maintenant, en tant que père de famille aussi, tu vois, tu te dois de le faire Bah oui, c'est ça. vis-à-vis de tes enfants. Bah écoute, moi, je regarde, moi j'ai une petite là, elle a quoi, 1 an et demi. Ouais. Elle est pas avec sa daronne dans la cuisine. Moi, quand elle fait à bouffer, elle est curieuse. Dès que je vais dans la cuisine, elle me suit. Je la porte et c'est mon commis, quoi. Elle est à côté, elle veut regarder, machin. Ça commence très tôt pour qu'elle, demain, elle ait aussi cette envie peut-être de cuisiner très tôt. Parce que je pense que, et je me rappelle ce que tu me disais, tu nous disais à l'époque quand s'est connus, que toi, c'est ton daron qui t'a... Voilà, le daron, il t'a appris les goûts, ça c'est... Tu vois? Ouais. C'est Moi, ça, tu vois? Ce qui vous avait traumatisé, et c'est aussi pour ça que vous m'avez appelé la graille, c'est Silas d'ailleurs qui était traumatisé par ça, et Flag. C'est que je leur racontais que mon père, il nous gardait le samedi, je faisais l'école buissonnière Ouais. pour rester avec mon Ouais, c'est daron ça. et il me lisait des recettes. Ouais, mais c'est incroyable, quand même. Mais c'est grâce à ça, pas bah à ouais. cause de ça, mais c'est grâce à ça. Et quand je fais le chemin inverse dans ma tête, je me dis, ouais, en fait, j'aurais même peut-être dû être dans ce domaine-là. tu vois. Ouais, mais t'avais d'autres talents Mais j'avais aussi. d'autres envies, tu vois, sur l'aspect image. Moi, ça m'a clairement. Ouais, c'est clair. Image et musique, ça m'a toujours. Bah, c'est bien, maintenant t'allies les deux, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Et en termes de créativité, je trouve ça incroyable. Ah non, mais c'est... Parce que déjà, la cuisine, en termes de créativité, c'est impressionnant. Mais si en plus, tu mélanges à ça le rapport à l'image, le fait de raconter des trucs et tout, et de rencontrer des gens, de discuter, quoi de mieux pour discuter le meilleur avec des deux quelqu'un mondes. que d'avoir un truc sympa. truc à manger, tu vois Ouais, ce que non, je mais veux dire. c'est clair, hein, ça rend souriant tout le monde. Hein. Surtout, tu sais, on est à une époque où les gens, comme je te dis, le plaisir de manger et d'être à table ensemble, on l'a perdu aussi. C'est-à-dire que souvent, même dans les familles, chacun mange à son tour, hein, il est là-bas, à gauche, à droite. Alors que quand la nourriture, elle est vraiment bonne, bah, tout le monde va Tout le s'asseoir. monde se réunit, Voilà. tout le monde partage le truc. Échange, et ça, c'est un truc qui se perd beaucoup dans les familles. Après, le monde d'aujourd'hui fait qu'il faut que tout se passe vite, tout le monde n'est pas sur les mêmes emplois du temps. Des fois, il y en a, ils taffent le matin, d'autres, c'est le soir. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, les week-ends, les samedis et les dimanches, comme moi, je te dis, à la bouffe africaine, j'en fais pas. Mais tous les dimanches, je sais que j'ai même pas besoin d'invitation. J'arrive chez la daronne, il y a un truc... Et tu repars avec, même. Et tu repars un peu avec. Les tupperwares, après j'ai la daronne qui me traque pour ses tupperwares, elle en a plus chez elle parce qu'à chaque fois je le ramène, chez toi, ouais. je les ramène jamais. Ouais, t'inquiète, on connaît. Là, c'est incroyable ce que tu me disais sur ta petite là, parce que hier je recevais David de la place qui me disait exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Que sa petite, sa dernière, il la prenait avec elle et qu'elle était en mode mimétisme sur tous les trucs, Ouais, c'est elle ça. sentait, elle faisait les mêmes expressions et tout. Non, c'est... Et moi, je suis dans une optique, même là, je me dis presque, j'ai envie de mener le combat, quoi. J'ai envie que l'école, qu'on apprenne la cuisine à l'école. Mais ça serait tellement... Que ce soit une matière comme les mathématiques ou le français, tu vois, Mais qui c'est fait un truc genre... c'est un genre de mathématiques, hein, faut pas croire. Non, mais hein. ça implique tout, puisque tu pèses des choses, tu vois, quand tu fais de la pâtisserie, Mais etc., c'est t'as des exactement, poids ça te respectés, structure, etc. ça structure T'as une l'esprit. organisation à faire, et puis surtout, tu éduques ton palais. Ton palais. Et t'apprends aux gens à faire la nourriture, à faire la cuisine eux-mêmes, et pas acheter un truc déjà transformé. Ah, mais c'est clair. Alors qu'on sait que c'est là où est le problème, c'est quand t'achètes, que tu manges que les trucs qui sont déjà transformés, Transformés, ouais. où les mecs ils te rajoutent tout un tas de produits. Des additifs, des machins, Voilà, des dont colorants. t'as pas besoin, même les conservateurs, t'en as pas besoin, parce que regarde, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vais mettre du conservateur là-dedans? Bah non, mais c'est... Ça sert à rien. Parce que Après, je le mange direct, ouais, c'est ça va vraiment, disparaître dans quelques instants. c'est vraiment très intéressant ce que tu racontes. Moi, je vais faire le parallèle avec la musique. Nous, à la musique, au collège ou etc., on t'apprend de la flûte à machin. Mais si très jeune, tu éduques les enfants à différents styles musicaux, etc.,
c'est tellement une ouverture d'esprit que les gens peuvent avoir, tu vois, au niveau de la cuisine, je te parle de musique, etc. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais fait de musique, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tu n'aurais pas fait de cuisine ou même voilà, la vidéo, etc. Tu ne serais pas le même homme. Non, bien sûr. Ouais. Tu vois, c'est une époque où on veut faire que des individus, juste des consommateurs et qui trouvent un travail alimentaire. Bah déjà, ça te structure l'esprit, ça te pousse à voir le monde différemment et voilà, ça te fait des humains, normalement des humains mieux constitués, qui grandissent mieux, etc. Donc moi, ma fille, voilà, c'est la cuisine et c'est la musique. Moi, regarde l'album que j'ai fait, Extravaganza, je l'ai écrit devant elle. C'était encore un bébé, c'est-à-dire elle comprend rien du tout, mais les fréquences, la musique, etc., font que j'écrivais devant elle. En plus, moi, j'écris pas sur un stylo, j'écris dans ma tête. Donc, je faisais tourner des instrus toute l'après-midi. Elle me voit comme ça en train de marmonner, faire des trucs. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, elle a même pas 2 ans. La bonne... Elle sait déjà presque ce que c'est. Elle réagit sur des trucs. J'éduque déjà, j'éduque le palais, mais en musique, j'éduque l'oreille aussi, tu vois. On parlait musique et on parlait du fait que toi, tu as réussi, alors que c'est assez rare dans ta génération, à traverser un peu les époques, tout en restant dans la couleur du temps, sans faire de forcer le jeunisme comme font certains de ta génération. Tu es dans un truc où tu restes toi-même. Et je fais mes petites mises à jour. Et il y a une sorte de mise à jour naturelle qui se fait. En fait, quand j'ai écouté, là je parle un peu dans beaucoup, mais quand j'ai écouté ton truc, j'ai pensé à Pusha T. Ouais, bah c'est une bonne rêve. Quand j'ai écouté tes trucs, parce qu'il y a cette espèce d'arrière-goût très rude, très hustle. Et en même temps, autre chose. Tu parles beaucoup de bouffe, tu parles beaucoup de ride, tu parles beaucoup de meufs, mais tu parles pas que de jeunes meufs, tu parles le morceau que tu parles exotique. De MILF là. Ouais, voilà. Je trouve ça intéressant parce que justement, ça ouvre d'autres facettes, etc. Tu peux m'expliquer justement comment tu as traversé ce que tu me disais là avant qu'on reprenne sur ta timeline, le temps que tu as arrêté, le vécu, tout ça? Bah écoute, c'est très simple. Hein. Au début, tu commences à rapper parce que l'hip-hop est arrivé dans les années 90 en France, etc. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à danser, mais j'étais pas bon. Ah, t'as essayé de danser Ouais. aussi. Quoi, j'étais pas bon. J'excellais pas. Je me débrouillais, mais j'étais pas bon. J'ai essayé de graffer, c'était un désastre. J'ai essayé presque d'être DJ, j'arrivais pas à mixer dans les temps. D'accord, ok. J'ai appris à rapper tout seul en Afrique. Sans instru. Ouais. Mes premiers textes, je les ai écrits sur des instrus où des Américains qui rappaient. D'accord. Donc sur des morceaux avec des mecs avec qui chantaient déjà. Donc, en fait, c'est pas comme aujourd'hui où les jeunes aujourd'hui ils ont des type beats sur internet. Il y a plein de rappeurs. À l'époque même en France, il n'y avait pas tant de rappeurs. Donc, quand tu apprends déjà à faire de la musique un peu vraiment à la débrouille. Bah écoute, ça te fait un meilleur centre de formation déjà, donc ce qui fait que les fondamentaux du rap, on les a acquis vite, mais le fait d'évoluer, c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'étais très vite aux États-Unis, très vite en Asie, la première fois que je suis allé en Chine c'est 2005, tu vois. Donc le fait de voyager beaucoup, etc., ça t'ouvre l'esprit et t'apprends à être curieux. Donc moi, dans la musique, certains rappeurs n'écoutent que du rap. Ouais, bah oui. Moi, 80% de ce que j'écoute, c'est pas du rap. D'accord. Tu vois, là, j'ai ma phase en ce moment où c'est que du jazz. Il y a 15 ans ou 10 ans, c'était... T'écoutes du jazz actuel ou du jazz... Non, les vieux trucs. À l'ancienne. Ah, les vieux trucs, hein. Moi je suis dans Miles Davis, Kind of Blue, pour moi c'est le meilleur album de tous les temps. Toute musique confondue, du Ben Webster, c'est du jazz aussi, des trucs à l'ancienne. Et comme il y a 10 ans, j'écoutais tout ce qui était soul, blaxploitation, etc. Donc musicalement, quand tu es ouvert dans tes choix d'instru, bah, tu progresses. Tu progresses, pourquoi? Parce qu'en fait, tu comprends que la musique, c'est quelque chose, si tu veux faire de la bonne musique, c'est pas forcément de la musique qui va plaire aujourd'hui. C'est de la musique qui va être
intemporel, timeless. Donc moi je me suis inscrit, on va dire il y a une quinzaine d'années, et ça faisait déjà 15 ans que je rappais. Dans mes choix d'instrus, j'essaye d'avoir des instrus qui sont pas tendance. Même si je vais faire une instru trap, il va y avoir un sample de sol dessus. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Toujours réfléchi à ça, quoi. Ouais, je vais toujours chercher cette intemporalité. C'est-à-dire que la musique que je fais aujourd'hui, c'est comme du bon vin. J'essaye, c'est que avec le temps, normalement, ça prend du cachet ou sinon c'est réécoutable. 80% de la musique qui est faite aujourd'hui, elle saisit un moment, elle saisit des émotions. Donc c'est tout de suite. Dans 2, 3, 4, 5 ans, tu réécoutes ça, tu dis « Ah ouais, ça a mal vieilli ». Moi, la musique que j'essaye de faire, le but, c'est qu'elle vieillisse bien ou sinon qu'elle puisse se réécouter dans 10, 15, 20 ans. Parce que à force d'écouter des vieilleries de soul, de jazz, même de pop, de rock, quel que soit le genre, tu te dis que « Ah ouais, les mecs, ils ont sorti ça il y a 70 ans. Il n'y avait pas Pro Tools, il n'y avait pas machin, il n'y avait pas 1 million d'effets sur ta voix, tu avais une reverb sur ta voix, tu avais 2 pistes. Donc moi, je me dis, en studio, je fais pas 25 prises, je fais pas mon 16 mesures, je vais pas le poser en 4 fois, je pose one shot. Je fais pratiquement pas en rap, on a ce que la base du rap, c'est ta lead, des bacs pour pour appuyer sur tes rimes, et après tu as une piste d'ambiance où tu fais des yo, ce que tu veux, tu vois, des ad-libs comme on dit aux États-Unis. Donc c'était 3 pistes. Aujourd'hui, un rappeur, il a 15 pistes. Moi, c'est 2 pistes. Ouais, quand tu vois les Travis Scott, etc., Voilà. le travail sur les voix, il est voilà, énorme. il est énorme. Donc moi, je me suis dit, à l'époque, les mecs, ils ont fait de la bonne musique, Bob Marley, etc., c'est tous les classiques. À l'époque, il n'y avait pas 1 million de pistes, il n'y avait pas 1 million d'effets. Donc, si tu voulais chanter, il fallait être chanteur. Rappeur, fallait... Tu veux dire aller à l'essentiel, pour que toi, ta recette, tu veux dire que pour que ce soit intemporel, ça sert à rien de forcer c'est le côté spontané. Ouais. Après, même s'il y a de la technique, etc., c'est que ta technique, elle n'est pas là pour faire étalage de technique. Ouais. Elle est là pour un but. C'est-à-dire que moi, je vois le rap pas comme le cinéma. Les rappeurs aujourd'hui, ils voient le rap comme le cinéma. Ils sont dans des postures, ils vont utiliser les mêmes argots, à peu près les mêmes thèmes, et les mêmes instrus, et les mêmes flows. Et c'est-à-dire que c'est comme le cinéma. C'est-à-dire, on shoot là, coupé, on reprend. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois le rap comme du théâtre. C'est-à-dire que... Une fois que tu es sur scène, tu es sur scène. Tu es sur scène. C'est-à-dire, moi, en studio, le processus créatif, déjà, moi, j'écris dans ma tête. Quand j'arrive au studio, je pose. Souvent, c'est la première... Je fais 1 prise, 2 prises. Et souvent, même, c'est la première prise que je prends. Je la garde. Soit je fais 2-3 ambiances, mais je n'appuie plus les mots, je fais plus de bac. En fait, je pose en 2 pistes. Donc c'est comme si le truc est beaucoup plus spontané et moins travaillé. C'est-à-dire que même les petits accros ou les petites erreurs, finalement, tu les gardes quand même. Ouais, parce que ça donne du volume qui rend le truc vivant. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, en fait, en te forçant de poser sur une piste, ça t'oblige à faire vivre plus ton texte. Vu que tu n'as plus l'énergie des bacs ou des ambiances, il faut que dans un même couplet, dans la voix, tu aies plusieurs intonations. Tu appuies à des moments qui ne sont pas forcément les rimes. C'est-à-dire que tu es obligé de nuancer beaucoup plus. C'est un peu comme au théâtre. C'est-à-dire que tu vas jouer le truc très spontané. Donc, ce qui fait que y a moins de calcul, mais il y a plus de maîtrise et c'est plus dur à la base. C'est plus dur, mais en même temps, à force de te forcer d'être comme ça, ben, ça t'oblige après à perfectionner vraiment ton jeu. T'as vu, il y a des mecs, c'est pas des bons acteurs, mais ils cassent la baraque au box-office. Pourquoi? Parce que le travail du montage, des différents plans, etc., tu n'as plus besoin d'avoir cette sincérité à l'écran pour paraître acteur correct. Ouais. Au théâtre, tu peux pas. Ouais. Au théâtre, bah, moi, je prends le rap comme du théâtre. C'est-à-dire que là, comme tu m'écoutes sur un disque, bah, dis-toi que pour poser ce truc-là, j'ai pas mis 4 ans, on n'a pas mis des édits de partout, on a coupé, on a pris là. C'est le truc pas charclé, quoi. Donc il y a deux éléments qui sont super importants. C'est le one-shot. Ouais. Et pas beaucoup d'artifice.
Et pas beaucoup d'artifices. Et non, il y a le one-shot, donc pas beaucoup d'artifices, ça va avec, mais il y a aussi le fait que tu n'écrives pas. Que tout est dans ta tête. Que tu le construis à la Biggie ou voilà, après moi je suis un étudiant du jeu. Ouais. Quand j'ai commencé à rapper, le meilleur rappeur, et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours cité dans les meilleurs rappeurs. Le mec a eu une carrière de 5 ans. C'est Notorious Big. C'est-à-dire que le mec il a sorti des CD de 97 à peut-être 2002. Les mecs ils avaient 20 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui un rappeur de 20 ans, tu dis ah ouais, c'est un gamin. Hey, Biggie, les morceaux qu'il a écrits, le mec avait la vingtaine. Ou même tu prends Tupac, ces mecs avaient la vingtaine. Nas, Illmatic, il avait 21 ans. Mais quand tu écoutes la densité d'écriture, les flows, les machins, c'est des mecs qui... Nas, c'est pareil. C'est un mec qui pose, il fait pratiquement pas de bac. Des mecs comme Jay-Z, il fait pas de bac. Et même le rappeur, on va dire, commercial qui vend le plus de disques, qui bat tous les records, c'est Drake. Donc il fait pas de bac. Parce qu'il a appris des meilleurs. C'est-à-dire que... ton texte, tu veux qu'il y ait de l'énergie, c'est pas les artifices, c'est pas les effets spéciaux, c'est toi. Donc dans ta façon de rapper, ton articulation, faut être parfait, ton flow, faut être fluide, tes respirations, faut les maîtriser. C'est ça. Voilà, c'est moi la meilleure comparaison, c'est voilà, un acteur de théâtre, il est forcément bon. Il est face à toi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de truc, machin, c'est ça. Un acteur, même un mec qui est pas super bon. Un bon réal, il passe, hein. Il passe. Il y a plein d'acteurs qui sont mid et qui passent pour des bons acteurs, mais ce ne sont pas des bons acteurs. Le fait de ne pas écrire, ça ne te pose pas de problème après pour les concerts? Ben moi j'en fais à mémoriser tes textes? Après non, avec l'âge maintenant on a un âge assez avancé où le cerveau c'est comme un disque dur. Hein. Force des années, il y a de moins en moins de place. Donc moi souvent pour poser, vu que j'écris dans ma tête, mais je retiens pas facilement. Il faut que soit je pose très vite, c'est-à-dire dans la même journée, le lendemain ou dans la même semaine, j'aille en studio poser, parce que sinon je vais oublier. Ou soit sinon, le meilleur processus créatif, c'est tu écris le jour où tu poses. Ça arrive en studio, tu n'as pas ton texte. Oui, d'accord. Oui. Tu as l'instru. Tu gardes la spontanéité. Tu choisis peut-être même l'instru le jour du même. Okay. Tu écris dans ta tête. Le fait d'écrire dans sa tête, ça te rend plus libre. C'est-à-dire qu'avant, je voyais que quand tu avais une feuille, tu as vu, tu as des lignes. Tu écris, tu ratures, tu écris, mais ça scolarise un peu ta façon d'écrire. Le fait que tu n'écrives plus et t'écris dans ta tête, cette histoire de mesure et de rime, tu t'en libères. C'est-à-dire que moi, je vais des fois faire des morceaux où, sur des phases, en fait, ça rime pas. Mais vu que je suis dans l'écoute seulement et pas dans l'écrit, les variations de flow ou les intonations font faire que ah ouais, il est bien son texte, machin. Ouais. Mais c'est une énergie, c'est une vibe, et c'est une dynamique, et c'est pas la rime qui compte. Et tu as eu beaucoup en France, on est de l'école des multisyllabiques. Faut que ton truc il rime plus qu'il rime, c'est pas juste la fin de rime, faut que ce soit ultra riche. Ouais, je l'ai fait, je l'ai maîtrisé parce qu'on a commencé à faire ce rap, c'est-à-dire les années 90, 2000, Time Bomb, ils ont révolutionné ces trucs, donc les gens ont commencé à être dans le multisyllabique, machin. Mais en fait, comment dire, les punchlines, moi j'en fais pas. Moi c'est pas les punchlines, c'est comment dire, c'est les tournures de phrases qui deviennent plus importantes. On raconte plus ou moins sensiblement la même chose, mais on n'a pas le même vécu. Déjà, si tu es sincère dans ta musique, ce que tu vas raconter, c'est du vécu, ça va se ressentir. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure que, voilà, un morceau de MILF, ouais, pourquoi il est bien écrit? Parce que c'est du vécu. L'histoire que je te raconte, je l'ai vécu. Une nana sortie de concert, machin, jamais sortir avec un Renoir, machin. Donc, quand tu écoutes le truc, tu dis, ah ouais, c'est bien. Mais ouais, c'est bien parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, tu vois. Ou même quand je vais te parler d'une transac ou d'un autre truc bénin, de la vie, toi, avec tes rapports avec la famille, moi, c'est toujours sincère. Parce que la bonne musique, c'est pas une question de goût. T'as vu, il y a des gens qui préfèrent le rap, d'autres qui sont dans le rock, de l'électro, etc. Mais quels que soient les genres de musicaux, quand tu fais de la musique sincère, forcément, ta musique, ce sera de meilleure qualité que tout. Ouais, ça transpire, quoi. Voilà, c'est la sincérité qui compte. Donc, une fois que tu as ça et que tu défais très vite des artifices de la technique ou de l'informatique et des talents, des vocodeurs, des machins. Pourtant, j'utilise de temps en temps autotune, des trucs, machin. Mais il faut que moi, ma musique,
je puisse te la rapper là, tu vois. Il y a des rappeurs, même maintenant pour faire des freestyles à la radio, machin, ils ont leur téléphone. Et ils rappent même pas, ils rappent sur... Ça, avant même, il y a eu la vibe, il y a 15-20 ans, les mecs rappaient sur scène et ils gardaient leur bac. Aujourd'hui, les jeunes, ils font des concerts, ils chantent sur leur instru, pas sur leur instru, ils chantent sur le morceau. Donc en fait, finalement, est-ce que tu es vraiment artiste? Déjà, nous, on est une génération où on n'a pas appris le solfège, très peu savent jouer un instrument, et même maintenant, dans le peu de choses qui est, c'est-à-dire ton rap, tu es obligé d'avoir 10 cascadeurs, c'est-à-dire l'ingé, il faut qu'il soit bon, l'arrangeur, il faut qu'il soit bon. Faut qu'on mette les mecs aujourd'hui, ils ont des top liners. Voilà, tu vois, ils écrivent leurs textes, etc. Donc, en fait, c'est trop de béquilles. Non, pour moi, la musique, c'est comme tout, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que demain, tu t'en fasses ton métier ou pas, tu dois prendre ça sérieusement. Moi, j'ai étudié, c'est-à-dire tous les flows, tous les rappeurs, quel que soit, je me suis pas arrêté à un style. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'aurais voulu être DJ, j'ai plus de connaissances dans le rap en tant que tel que la moitié des DJ en France. Parce que moi, j'écoute tout, même les trucs que j'aime pas. Tu sais, c'est un truc ça où... fait longtemps. Surtout. Voilà, et quand tu fais ça depuis 30 ans, ouais, parce que mon premier morceau, c'est 97, donc ça fait 28 ans. Donc en fait, ça devient une façon de vivre, c'est-à-dire même d'une discussion avec quelqu'un ou d'un truc que je vais écouter, etc. Ouais, ça va. J'écris tout le temps, en fait, ouais, et j'ai pas besoin d'instrumental pour écrire. Donc en fait, je vais trouver déjà des phases, et le jour où j'aurai une instru qui me parle, je dis « Ah ouais, quand j'avais sorti cette phase, bah, je vais commencer mon texte comme ça. » Et moi, le plus important dans la musique, c'est pas les thèmes pour écrire, c'est une fois que j'ai la première rime, c'est-à-dire les 2 premières mesures, le reste, en fait, ça s'emboîte facilement. Le plus important, c'est les 2 premières, et après les 2 dernières aussi. La manière dont tu rentres et la manière dont tu sors. Voilà, ça c'est super important. Mais après, ouais, c'est de l'amour, hein. Mais ce truc-là, tu l'as depuis longtemps. Hein. Non, mais Parce que en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc de progression, d'apprendre au fur et à mesure des années et tout, mais je me rappelle, là quand tu me disais ça, j'avais un souvenir de plus 30, à l'époque où DC's il faisait jeux de société, ouais. Et que vous, il y avait toi, il y avait 13, il y avait Diane, peut-être Flag aussi, vous étiez dans un autre studio un peu plus haut, tout petit, avec... Ouais. Et je me rappelle que tu te prenais la tête à faire c'était un sans mesure, je crois. Et il n'y avait pas de... Tu voulais le faire one shot. Ouais. Il n'y avait pas de... Ouais, c'est le morceau qui est sur le vinyle qu'on montrait tout à l'heure. Le morceau Soundboy, c'est peut-être un 60 mesures que... One shot, ouais. One shot, tu vois. Et ça, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que avant de rentrer en studio, avec une caméra, je veux dire, c'était comme ça que j'envisageais le game. Je voyais ça comme il fallait qu'il y ait une performance derrière le micro. Bien sûr. Quand j'ai vu le drop, le principe du drop pour les gens qui ne savent pas, c'est donc couper, du moins reprendre une rime sur pendant que là où tu t'es trompé, par exemple, tu t'es trompé à la rime numéro 4, bah tu reprends la rime numéro 4 et tu continues. Et donc on a l'impression que c'est dans une continuité, mais en fait ça a été monté. Ouais, c'est ça. Et pour moi, ça me paraissait être de la triche. Bah, pour nous, oui. Tu vois, quand je suis arrivé en studio, que j'ai vu des mecs que j'admirais en plus, les voir dropper, les voir faire le truc un peu en bricolage comme ça, je me disais, ah ouais, étonnant. Et je me rappelle que ça m'avait marqué de te voir te prendre la tête sur le fait de one shot, pas de... Ah non, mais c'est super important. Et à cette époque-là aussi, c'est là où je découvre Booba en studio, la première fois que je vois Booba en studio, et que je vois à quel point le mec est performant, il arrive, il fait... Il a son morceau, il le fait 2 fois, il fait une piste d'ambiance et ça y est, c'est plié, quoi. Ouais, mais c'est ça. Bah, après, c'est... Tu vois, maintenant, avant la musique, comment dire, c'était pas encore, ça passait pas à la radio quand nous on a commencé. C'est-à-dire que la musique, Tu la faisais pour la musique, quoi. Pour la musique. Donc, t'avais pas un but final. Aujourd'hui, la musique, c'est comme le foot, c'est comme le basket, c'est comme plein d'autres trucs. Les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas créer et être artiste. C'est la finalité du truc. Gérer des meufs, faire de l'oseille, être à l'image. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, ils vont rapper 2-3 ans. Si ça marche pas, ils arrêtent tous. J'en ai vu dans toutes les cités. Tout le monde a voulu essayer de rapper à un moment donné. Ouais, clairement. Tu vois. Alors que nous, à notre époque, nous, on nous voyait un peu en chelou, les premiers qui rappaient. Ouais. T'as vu? Les mecs, ils disaient, vas-y, vous faites quoi? Pourquoi vous rappez?
T'as vu, c'est presque... Zoulous, vous faites les Zoulous, c'était les Américains, machin, vous mettez des jeans larges, tout ça. Donc c'était pas le truc que les gens ils faisaient naturellement. Dans chaque quartier, t'avais un, deux qui rappaient, et fin de l'histoire. C'était vraiment... les gens, ils étaient encore... Soit ils étaient en mode street, ou soit ils étaient en mode... Ils faisaient du foot, tu vois. Mais le rap... le rap, il n'était pas comme aujourd'hui, ça vendait pas, et tu faisais pas d'argent. il n'y avait pas, c'était pas la radio. Il y avait que 5 personnes qui faisaient de l'argent. Ouais, il y avait les IAM, les Solar, tout ça, machin. Il y en avait 2-3, mais en fait, il n'y avait pas encore d'oseille dans la musique. Mais vu que après, nous, justement, notre génération, donc les débuts des années 2000, on a fait que le rap est devenu un phénomène national, que maintenant, même les gens qui sont pas de banlieue et qui sont de province, tout le monde écoute du rap. Et le rap, maintenant, c'est la musique la plus puissante au monde. On a un peu contribué en France, nous, et d'autres générations, etc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil commercial. Et dès que l'argent arrive, dans n'importe quelle bise, bah forcément, tout ce qu'on parle, d'une certaine sincérité, etc., c'est pas le but. Nous, c'était le voyage. Tu sais, c'est même, on a fait des concerts à travers la France, tu as rencontré des gens à travers le monde pour faire de la musique. C'est plus important même que l'oseille qu'on a pu faire. Alors qu'aujourd'hui, il y a juste la finalité, c'est devenir célèbre, prendre un peu d'oseille. Et la plupart des jeunes rappeurs, ils disent qu'on percé. Ah, moi, dans 5-6 ans, j'arrête le rap. Nous, ça fait 28 ans. Qu'il y ait l'oseille ou pas, parce que très vite, nous, on a eu la chance avec DC's, etc. Au bout de 2-3 années de rap, c'était signé en maison de disques, commence à faire des tournées, etc. Donc c'était déjà concret rapidement par rapport à d'autres gens. Ouais, vous avez vu le succès assez rapidement, tu départ, vois. Ouais. Mais après, quand tout ça s'est passé, à un moment, vers les années 2010, j'ai complètement arrêté de rapper, j'ai fait d'autres choses. Avec Silas, comme on en parlait en off tout à l'heure, on a ouvert des épiceries, c'est-à-dire pendant 3-4 ans, j'ai pas rappé. Même si je continue toujours à être proche du micro, avec des gens, etc. Mais je sortais plus de disques, j'ai vécu une autre vie. Mais j'ai jamais arrêté d'avoir cet esprit créatif. C'est-à-dire que même si je rappais pas, de toute discussion ou d'un film, etc. Ah ouais, non, ça m'a inspiré un truc, c'était une phase qui en fait, c'est comme des tocs, en fait. Quand t'es tellement... Même tu vas écouter une pub ou 2 notes dans un film, tu vas dire « Ah non, ça c'est un truc de ouf ». C'est-à-dire qu'en fait, la musique, tu la vois partout, même quand il n'y en a pas. Alors, c'est marrant parce que j'ai une théorie, moi, c'est que le rap, c'est un virus. Ah oui, mais ça c'est clair. Le rap, c'est un virus, c'est un peu comme l'herpès. C'est un truc, c'est une saloperie comme ça. Tu l'as à vie, en fait. Ouais. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as touché, où tu as vraiment goûté, tu t'y es vraiment intéressé, un mec qui a écrit, il écrira. Ouais. C'est ça que je veux dire. Après, je pense que même tous ceux qui ont arrêté, même un Salif ou des Fab, ou, tu vois, je suis sûr que dans leur tête, ça continue. Parce que j'espère pour eux, parce c'est que viral et c'est quand même impressionnant de travailler les mots. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas les multisyllabiques ou comment tes rimes elles vont tomber, c'est les tourneurs de phrases. Bien sûr. Les tourneurs de phrases, c'est tu rappes, mais en fait, tu es presque en train d'écrire un bouquin. Parce que tu dois trouver un rythme. Ouais. Le rythme, c'est super important. Et c'est crucial, même. C'est crucial. Et tu parlais de rimes et de mecs qui rimaient pas, mais qui retombaient toujours dessus. Les 2 mecs qui nous ont le plus impressionnés en France, là-dessus, c'est Puccino et Laura Luciano. Laura Luciano, il avait une capacité à pas rimer qui était impressionnante. Mais qui était mieux que si tu rimais. Mais il donnait un rendu qui était phénoménal et de sincérité surtout. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a perçu le mec dans Les Mains Sales, par exemple, avec Akash. Ah oui, non, mais c'est... Tu vois, pourquoi tout le monde se l'est pris comme ça? C'est parce que le mec, il est d'une sincérité débordante, quoi. C'est ça qui fait la différence. C'est exactement ça, c'est la sincérité. Et moi, j'avais écouté une meuf, c'est Björk qui avait dit ça. Elle a dit, il n'y a pas de bonne musique, il n'y a que des gens sincères ou sinon il y en a qui font semblant. Quand tu fais pas semblant et que ton truc il est sincère, quel que soit le style musical, ta musique elle va être bien. C'est forcément ça, parce que ouais, c'est ça qui fait la différence, je te dis la vérité. C'est pas autre chose. T'as vu, la technique c'est bien,
tous les apparats, c'est bien, hein, c'est bien. Mais la sincérité, quand tu l'as, ta musique, elle a tellement de substance, même si tu racontes pas des trucs de ouf et que t'es pas dans... Parler de être artiste, je pense que c'est ça, tu vois. Ça. Un peintre C'est la créativité. qui est sincère avec lui-même, peu importe la manière dont il dessine et la manière dont il exprime son truc. S'il est sincère quand il le fait, tu vas le ressentir, tu vas le percevoir, tu vois. Ah non, mais c'est ça. C'est ça être artiste. je pense. C'est un truc derrière. Et je pense que c'est pareil dans la cuisine aussi, c'est pareil dans n'importe quelle forme de création. C'est la substance. Est-ce que ton truc, il a de la substance? Parce que c'est ça qui... Tu sais, la vie, il faut la remplir. Et la musique, c'est bien, c'est un peu comme la photo. C'est des instantanés de vie. C'est-à-dire qu'un morceau que tu vas aimer, dans 10-15 ans, il va te rappeler une époque de ta vie, un truc. Totalement. Tu vois? Et quand tu arrives à saisir ces moments, parce que être heureux, ça n'existe pas, c'est des instants de vie, là, bien ou mauvais, bah, la musique, c'est comme un peu aussi la photographie. Donc après, moi, je vais te dire, c'est presque, comme tu as dit, pourquoi c'est un virus? Moi, avant de rapper, à 5-6 ans, à Bruxelles, dans le tram, j'étais timide, hein, pourtant gamin, mais j'avais un truc où j'aimais bien improviser. Je me mettais au milieu du tram, à 5-6 ans, et je dis oui, bonjour, c'est le journal de 20h de la veille. Et je commençais en freestyle où je racontais ce que j'ai entendu aux 20h la veille, etc. Et pourtant, c'était timide. Mais vraiment, tu ne pouvais pas être timide. Mais ce but d'être devant les gens et créer, bien avant la musique, c'était là. Donc en fait, c'est pas... Tu sais, ces trucs-là, c'est pas toi qui choisis. Il y a des trucs qui c'est dans ton truc. Si tu es vraiment créatif, ça va s'exprimer d'une manière ou d'autre. Il y en a, c'est la musique. D'autres, ça va être avec leurs mains, de la poterie, de la peinture, le théâtre, l'image, la photographie. Mais en fait, je pense que quand tu es vraiment artiste, c'est un virus. C'est ce truc, il faut que tu crées. Sinon, ta vie, elle n'a pas de sens. Tu vois? Donc, même si tu vas trouver un taf, tu vas faire des trucs à côté, machin, tu vas te sentir vivant qu'en créant. Et que ça te ramène des sous ou pas, tu vas le faire parce que ça fait partie de ton existence. Je sais pas comment dire. Si tu es créatif, il faudrait que tu... Voilà. Et moi, quand j'arrêterai de rapper, j'écrirai des bouquins ou je me mettrai un truc pour exprimer ce besoin de créer. Après, je sais pas si c'est pour laisser une trace. Parce qu'en fait, tu as vu, tu fais des enfants. Tes enfants, ils font des enfants, etc. Mais moi, mon grand-père, je l'ai connu très peu. J'ai des vagues souvenirs. Mon arrière-grand-père, je ne le connais pas. Même ma grand-mère maternelle, elle est morte, j'étais trop jeune. Donc, même, en fait, tu ne passes pas la postérité. La seule façon de laisser une empreinte dans l'histoire et dans l'inconscient collectif, c'est de créer. Et je pense que ceux qui sont créatifs, ben, c'est leur façon de... Ils se disent, moi je me dis justement, tu vois, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, si la planète elle existe toujours, il y a des gens qui peuvent m'écouter et ils vont apprendre un peu à me connaître, tu vois. Et même, voilà, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils verront pas que des photos. Ça, c'est ton arrière-grand-père, il y a 50 ans, il a sorti ça. Et ça, c'est le meilleur héritage que je peux leur donner. Je peux leur laisser de l'oseille, mais l'oseille, ça fait des enfants faibles. Donc, finalement, est-ce que c'est bien? Parce que regarde, les gens qui ont vraiment d'oseille, leurs enfants, ils sont comment? Ouais, ils sont en galère. Ils sont en galère, ils sont perdus, ils ont pas, tu vois. Mais cet héritage des disques que j'aurais fait sur toute mon existence de vie, c'est le meilleur cadeau que je peux leur faire. T'as un truc testimonial, mais t'en parles depuis tout à l'heure. Ouais. Clairement, on sent que c'est ce truc-là qui te guide, quoi. Bah ouais, c'est de s'inscrire dans la durée. Après, c'est un peu comme... t'as vu, l'homme, il veut toujours vivre plus longtemps. Moi, je sais que je suis immortel. Je fais de la musique, frère, je suis immortel. C'est-à-dire que, comme je te dis, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu ne le connais pas. Moi, sur des générations, même si t'es pas de mon sang, tu vas me connaître. Ouais, c'est ça. Je vais t'ouvrir des portes parce que moi, en écoutant des artistes de tous genres musicaux, ça m'a ouvert des portes dans mon cerveau que Monsieur Tout-le-Monde n'aura jamais. Ça m'a permis de vivre des expériences que Monsieur Lambda n'aura pas jamais, tu vois. Il y a des mecs qui ont mon âge, ils sont assis, ils sont plâtrés, ils ont fait leur vie, ils ont fait leurs enfants tôt, mais ils n'ont pas le vécu que moi j'ai vécu. Donc toi, tu peux vivre 80 ans, moi, en peut-être 50, 60 années de vie, je remplis 10 vies de mecs lambda, tu vois. Après, c'est pas pour les dénigrer. Il y en a qui... Chacun son parcours, mais c'est vrai que... ouais, ça, c'est... Je me rappelle déjà rien que moi, le premier concert qu'on a fait ensemble, c'est Urban Peace. C'est bien, c'est mortel.
C'est ça la France. Autant de pauvres dans les bistrots que de mecs fous dans le zone là. Et quand je bouge avec mes scarlats, je vois des charlots et des darons dans les sex shops. C'est ça la France pour moi. Et l'autre Ouais. Le 1. Ouais, Je me rappelle être à côté de Complexe en train de filmer. Tout le stade, De France. quand il lance Je pète les plombs là. Tout le stade de France qui bouge comme ça. Je me dis déjà pour un être humain, de ressentir ça quand c'est toi qui parles dans le parce micro, que tout n'est que d'énergie. Hein. c'est quand même un truc particulier, tu vois. Donc se construire sur ce type d'énergie et tout, ouais, c'est quelque chose que tu as besoin de le retrouver. C'est des expériences de vie que pas tout le monde a dans la vie. Hein. Après, ça a des bons côtés la musique, mais après c'est des sacrifices. T'as vu, 90% des gens qui ont fait de la musique ou n'importe quel art, ils ne vont pas vivre de leur musique ou de leur art. Donc ça engendre certaines frustrations de vie, comme si tu n'avais jamais atteint ton potentiel, tu vois. Et surtout, quand tu vois d'autres artistes, vu que maintenant tout était marketé, à l'époque, il y a 20, 30 ans, tu étais un artiste et que tu avais au moins un minimum de talent. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui sont devant la chaîne. Donc, je peux comprendre pour certains que ça doit être frustrant. Nous, on a la chance, comme on disait tout à l'heure, c'est que même si on n'a jamais été les plus grands rappeurs de France, on a pu tourner, on a pu faire un peu d'oseille, on a pu enregistrer sur plusieurs continents. C'est-à-dire que la musique, elle ne serait-ce que, même si elle ne nous a pas rendus riches, elle nous a fait voyager et des expériences de vie. Voilà, quand tu fais le Stade de France et tu as je ne sais plus combien, 50 000 personnes en face de toi. Mais finalement, les meilleures scènes que je me rappelle, moi, c'est les petites scènes. Où tu vois les gens dans les yeux. Il y a un concert au Stade de France, c'est bien de connaître des gros big trucs, mais en fait, le public est plus loin de toi et tu as tellement de gens que en fait, tu ne vois pas de gens. Pour toi, c'est une vibe. Après, c'est une expérience de ouf. C'est comme un surfeur qui surfe, qui va à Hawaï et qui surfe la vague. Donc, il y a un truc machin, mais les meilleures scènes, ça va être les petites scènes que tu as fait où il y avait 200, 100 personnes. Même le premier concert que tu as fait dans la MJST au quartier, tu vois, c'est. Voilà, le plan, ou même à la maison de quartier des Épinettes, tu vois. Donc, les freestyles, les cyphers que tu faisais, les freestyles que tu faisais. Celle que j'aime bien pour ça, c'est la maroquinerie. Ouais, c'est une bonne scène. Là. Parce que justement, tu as le côté un peu élevé, et tu vois même les gens qui sont derrière, tu les vois. Ouais, mais ça reste quand même assez intimiste. Ouais, ça reste intimiste. Après, après. Pour résumer, si vous avez cet esprit créatif, il faut le nourrir et il faut le faire parce que sinon tu passes une vie de merde. Ouais, sinon tu crées des frustrations qui sont trop acides et qui te font du mal. Ouais, ça te fait du mal. Moi, je fais de la musique pour ma santé mentale. Si j'en fais pas, la vie c'est relou. Hein. Même si j'aurais plus d'oseille, machin, je me sens. Ah, mais c'est intéressant, franchement, ça fait plaisir à entendre ça parce que cet aspect sincérité et tout, je le recherche moi souvent. Et quand tu le trouves, comme tu dis, c'est indéniable. Tu peux pas. Il y a une meuf là par exemple il y a quelques années qui m'a bouleversé, dis-moi que je me suis dit putain ça va être chambé, c'est Kofi. Tu vois la petite meuf qui faisait du reggae là. Je me suis dit putain. Elle a un truc, une énergie, une sincérité. Tu reviens à un mot. Tu vois, qui fait. La sincérité, ça crée une énergie tellement folle. Qui fait un truc qui m'a parlé direct, alors que j'écoutais plus du tout de reggae. La meuf, elle m'a remis dans cette vibe-là. Et je me suis dit, putain, en fait, cette musique, elle tue. Et en fait, elle a pas, pour moi, transformé l'essai, tu vois. Mais ça m'a fait du mal, en fait. Moi, tu vois ce que je veux dire, j'attendais énormément. Parce que justement, tu as vu, l'industrie du disque aujourd'hui, elle recherche des produits. La sincérité, c'est pas le fond de commerce. C'est ça qui va légitimer ton passage à la postérité. Mais eux, ils sont dans la culture du moment, de l'instant. Faut que ton truc, ça sonne comme la dernière version 0.2 de ce qui existe déjà. Maintenant, on éduque, même la plupart des oreilles aujourd'hui, elles sont habituées à certaines fréquences. Dès que tu sors et que tu as de la nuance dans ta musique, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il est perdu. Le cerveau de l'être humain est tellement complexe que c'est comme on parlait tout à l'heure, tu n'éduques pas un palais, tu n'éduques pas une oreille.
quelqu'un qui n'a pas l'oreille éduquée, il ne peut pas apprendre la musique dans toute sa subtilité. Et dès que tu sors de là, ben après c'est juste un produit, tu vois, c'est du fast-food. Après McDonald's, ils vendent des burgers dans le monde. Mais même le mec qui kiffe McDonald's, il sait que c'est pas le meilleur burger du monde. Ouais, mais pourtant, c'est ce qui se vend le plus. Ouais. Donc maintenant, la musique, ça doit être comme un Big Mac. Ça n'a pas de goût, mais les gens, ils aiment bien. C'est des musiques avec des additifs. C'est ça. Exactement. Il y a un truc auquel je pensais là pendant que tu me disais tout ça, de ce qui se fait actuellement, nouvelle génération ou disque ou musique que tu as découverte récemment, qu'est-ce qui t'a justement bouleversé? Cite-moi des noms, tu vois, de trucs qui t'ont vraiment bouleversé sur cette sincérité, sur ce côté intemporel hein, d'ailleurs. Ouais, ça peut être, comme tu mais disais, après... Kind of Blue ou... après, comment dire? Moi déjà, j'écoute quand même... Je suis un peu comme un cinéphile. Un cinéphile, il regarde les films cultes comme les navets. Ouais. Et moi, dans la musique, c'est pareil. C'est-à-dire, la musique de merde, je lui prête une oreille et je la respecte quand même. T'as vu? Je respecte ce que fait McDonald's. Ben, ta musique, pour moi, sans saveur, je lui donne quand même son respect parce qu'il n'y a pas de mauvaise musique, il n'y a que des mauvaises oreilles. Après, c'est pas forcément de la musique dans mes critères qualitatifs, mais j'écoute tout. En fait, je sais pas comment dire. Ouais, j'écoute tous les genres musicaux et même les trucs que j'aime pas. Après, c'est pas ce que je vais mettre en rotation. Alors, ça, je te capte bien. Mais qu'est-ce qui t'a, dans les dernières années, là, qui t'a vraiment mis une claque bougie où tu t'es dit « Ah !» Bah écoute, on va se recentrer sur le rap. Moi, le rap qui m'a le plus marqué sur ces 5 dernières années, c'est un rappeur, si je veux prendre, pas en France, mais aux États-Unis, c'est un rappeur qui s'est fait fumer, là, qui s'est fait tuer, c'est Young Dolph. Young Dolph, c'est un mec de Memphis, un ancien dealer, qui s'est mis au rap. C'est pas le meilleur rappeur du monde, mais on revient toujours à cette histoire de sincérité. Il est tellement vrai dans sa musique que tu ne peux que tirer son chapeau bas. C'est-à-dire qu'à l'époque où le rappeur, maintenant, si tu fais du rap de rue et t'es pas dealer et que tu racontes pas des trucs de deal et que tu as fait le million dans la rue, même si tout le monde ne le sait pas, c'est le rap qui vend. C'est-à-dire que je sors de la cuisine, je fais de la musique, mais j'ai fait de l'argent avant dans la rue et je rappe. Ça, c'est le credo du rap américain depuis que le Sud a pris. Ouais, mais même avant, parce que Jay-Z oui, déjà là-dedans. mais surtout depuis le Sud. C'est-à-dire que là, cette culture de dope dealer qui rappe, c'est plus eux. Ouais, c'est vrai. À New York, il y avait, oui, déjà ce côté hustler avec les Big Daddy Kane. À LA, ils étaient sur la culture plus gang, etc. Mais on va dire que les rappeurs dope dealers, c'est le trap. C'est-à-dire, c'est les mecs qui sortent de la cuisine, qui, d'après eux, ils ont fait le million dans la rue avant de rapper. Ils rappent. Et c'est pas des rappeurs, comme Young Jeezy disait. Tu vois, Young Jeezy, en fait, moi je suis pas un rappeur, je suis un dope dealer qui se recycle, tu vois. Mais la plupart qui étaient dans ce créneau-là, c'était plus ou moins des menteurs. Un mec comme Young Dolph, qui est de Memphis, c'est-à-dire que lui, il a vraiment à faire vraiment beaucoup d'argent dans la rue, et il s'est mis au rap. C'est-à-dire que le mec, quand il est arrivé à rapper, il n'a jamais signé en maison de disque. Il est allé voir le rappeur qui respectait le plus, qui était Gucci Mane. Il lui dit, écoute, moi je vais faire un featuring avec toi. Le mec ne le connaît pas, donc Gucci lui dit, ouais, c'est 50 000. Il a remis mon petit coupure 50 000. Et après, donc Gucci Mane fait un concert. Il dit, est-ce que je peux faire ta première partie? Le mec lui dit, oui, mais si tu veux faire ma première partie, il faut que tu me payes 10 000. Il dit, ok. Petite coupure, encore, il donne. Il vient sur la scène. Il commence à faire la première partie de Gucci et je jette encore 20 000 $ dans la foule. Et tout ce qu'il rappe, c'est voilà, moi j'ai fait de l'argent dans la rue. Je me mets au rap parce que sinon, à un moment, je vais me faire fumer ou sinon, je vais fumer des mecs et je vais finir en tôle. Aujourd'hui, je te rappe la rue, comment est-elle? Je te dis comment faire de l'argent, comment faire ci. C'est-à-dire que le mec, ce qu'il rappe, c'est pas pour glorifier la rue, etc. Moi, un mec qui vient de la campagne et qui rappe ses trucs de campagnard, ou un mec, une petite nana qui rappe son vécu, moi, c'est la sincérité. C'est pas ce que tu vas me raconter. C'est terre à terre, c'est la manière dont tu vas le mettre en... Et donc, ce mec-là m'a redonné espoir dans le rap américain qui était de plus en plus fake. Donc, le mec, il a fait son rap.
Et il avait fait de l'argent dehors, il a fait de l'argent dans la musique. Les Roc Nation et Jay-Z, ils ont tout fait pour le signer. Il n'a jamais signé, il a toujours resté droit dans ses convictions, faire sa même musique. Et bon, malheureusement, vu qu'il était vraiment à propos de ça, il s'est fait fumer, tu vois. Alors qu'il s'est fait fumer parce que malgré qu'il est devenu célèbre, il allait toujours dans les petits quartiers de Memphis pour faire comme dans les films les mafieux faisaient, à Thanksgiving, il ramène les dindes, tout ça. C'est-à-dire que le mec il redonnait à sa communauté, c'est-à-dire qu'il remarchait, alors c'est une superstar, il marchait encore dans les bas-fonds et il redonnait du love à tout le monde, tu vois. Donc ça m'a marqué dans le rap. Après, en France, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué à part des petits jeunes. Moi, je pensais qu'à un moment, le rap français, depuis 5, 6, 7 ans, je pense qu'il y a comme un renouveau de la scène française où il y a des petits rappeurs. Moi, pendant longtemps, les rappeurs qui arrivaient, qui pétaient, je me disais, ouais, ils sont dans le truc mainstream, machin. Il n'y a pas de nuance, c'est pas mal, mais ça ne fait pas kiffer. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une génération de jeunes ou moins jeunes, de 20 à 30, 35 ans, des mecs qui arrivent dans la musique et qui refont ça un peu avec une certaine sincérité, une recherche musicale, etc. Donc, oui, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que les mecs, ils sont plus dans un truc de... Comme il y a eu beaucoup depuis entre les années 2000 et 2015, on va dire. C'est ça. C'est ce truc de je fais du rap pour faire de la thune. Ouais. Aujourd'hui, il y a je fais du rap parce que j'aime ça, parce que j'essaie de le faire le mieux possible. Ça revient, tu vois. Je pense que c'est justement les gens dont on parlait tout à l'heure, les Alpha One, les Nekfeu, Denver Bigo, toute cette clique-là, qui a redonné une identité au texte et au multisyllabique et le fait de rimer proprement, etc. C'est-à-dire que ils ont fait des enfants, en fait, je crois. Après, oui, c'est même pas ça, c'est qu'en fait... les bons artistes sont des gens qui n'ont pas forcément copié, mais qui ont beaucoup écouté. C'est-à-dire, je reviens toujours au terme d'étudiants. Nous, on a été étudiants du jeu, le rap est devenu commercial. Après, il y a eu des rappeurs, il n'y avait plus de MC. C'est pour simplifier le truc. C'est-à-dire que quand tu es MC, tu as une recherche, tu essayes d'écouter tout. Tu achètes un vinyle, tu regardes où ça a été enregistré, qui a mixé. C'est-à-dire que tu fais des recherches. Tu fais des recherches. De ce chanteur, il vient d'où? Ah, mais pourquoi? Machin, ce Zico, ce machin. C'est-à-dire que tu es proactif vers la musique. Aujourd'hui, c'est presque les gens, ils sortent des disques, ouais, retweeter, donner de la force. Me donne pas de force, me retweet pas si tu veux. Moi, je cherche pas ça. C'est-à-dire que si tu es vraiment un amoureux de musique et entre guillemets du rap, c'est pas moi qui vais te chercher. Tu vas me trouver forcément à un moment. Parce que tu es dans une recherche vers la musique de qualité ou différente, ne serait-ce que différente. Donc à un moment, tu vas tomber sur des petites pépites, quoi. Mais ce terme-là, il est crucial, recherche. Notre génération, on est une génération où on n'avait pas accès aux choses, il fallait y aller. Y aller, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça a construit ça a structuré notre pensée, notre manière d'appréhender les choses. Il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te tombe sur le coin de la tête, qui va t'intéresser. La recherche va se faire dans un second temps. Et encore. Voilà. Parce que vu que, en fait, quand tu es obligé d'aller chercher une information, se dit tu es proactif, c'est toi qui fais la démarche. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont des clients potentiels de musique, comme de bouffe, comme de produits, machin. Ouais. Donc maintenant, c'est toi qui subis des agressions, en fait. Donc, mais il y a tellement d'agressions que c'est difficile d'aller chercher un truc parce qu'en fait on donne déjà tout. Tu vas apprendre des recettes dans ton feed, il y en aura. Tu veux voir des gros culs, il y en aura. Tu veux voir quel que soit ton style de musique, ça va venir à toi. Donc ça te rend fainéant. Clairement. Puisque tout vient à toi déjà via ton téléphone. T'as vu, à l'époque, il fallait te lever, aller en concert. Maintenant, aujourd'hui, les gens en concert, ils ont tous des téléphones. Donc toi, tu n'as même pas besoin d'un concert. Rappelle-toi, à l'époque, que c'était interdit de filmer. Ouais. Moi, je faisais partie des gens qui rentraient avec des caméras cachées à l'intérieur du pantalon pour avoir des bootlegs, quoi, tu vois. Mais même quand mon fils est né, j'étais en train de filmer Snoop Dogg au Bataclan. Parce qu'il y avait les gars de la Sécu qui nous avaient dit qu'il y avait Thierry Henry qui venait pour lui donner le maillot du Barça, c'est à l'époque où il était au Barça et tout. Et j'avais fait des images à la sortie avec le DVD Street Live et tout.
Et j'avais filmé, j'avais une caméra, elle était comme ça, frère, elle était cachée dans je filmais comme ça, et il y a le Renoir de la Sécu qui m'avait grillé, des quinries, tu vois, des quinries Black Pass sur les images. Ouais, c'est clair. Ils étaient montés, et tu sais, genre, ils m'avaient grillé, mais ils m'avaient pas vu, en fait. Et je cachais la caméra dans les manches de mon blouson à l'époque, tu vois, je filmais à l'arrache. Aujourd'hui, tu vois, les mecs sont tous comme ça, tu vois. Ouais, c'est ils vivent plus le concert, ils le filment, quoi, ouais, tu vois. c'est ça. Et un truc qui sera inexploitable, qui sera pas de bonne qualité, après, etc. c'est la culture de l'écran. C'est-à-dire que tu es juste un client potentiel de plein de produits. Et pour déconnecter de cette matrix, c'est pas facile, tu vois. La psychologie aussi de filmer, c'est le marqueur de prouver aux gens que j'existe, que j'étais là. Voilà, tu vois. Et nous, tous les voyages que j'ai faits, j'ai aucune photo, j'ai aucune vidéo, les souvenirs, ils sont là. T'as vu? Et il y en a plein, même des souvenirs qui sont remixés. Quand je vais te raconter, c'était peut-être pas ça, mais si c'était ça. Mais c'est les seuls souvenirs. J'ai aucun autographe ou photo avec des célébrités, des trucs, des machins. Ouais, pourtant, quand t'es derrière l'image, t'as dû filmer, t'as croisé des gens, t'as fait des trucs. J'en ai croisé des tonnes, non, mais c'est ça, mais j'ai pas une photo avec mais parce que nous, on avait DJ Premier. Parce que nous, on est quand t'as grandi avant le téléphone portable et que t'as vécu déjà des trucs sympas à vivre, ben en fait. T'as pas besoin de prouver aux gens quoi que ce soit. Ouais, c'est ce truc de prouver, ouais. C'est en fait, maintenant, les gens, vu que tout le monde a en vrai une existence lambda, pour prouver que t'es quelqu'un, il faut montrer des choses. Donc, je suis en vacances, je filme. Et même d'habitude, je fais pas des vidéos tout le temps. Mais si je pars en vacances une semaine, tous les jours, tu vas savoir ce que je mange, quelle plage j'ai été, machin. C'est-à-dire que tu vis plus le moment, tu vis indirectement pour dire aux gens que voilà, t'as vu ma vie, elle est cool quand même. Hein. T'as vu quand t'as déjà fait plein de voyages et que t'as pas une photo, que t'as rencontré des personnes superbes comme des enculés. T'as pas besoin de... En fait, moi, je n'existe pas à travers le regard des gens. Ouais, t'as rien à prouver. C'est ça qui fait justement cette différence, c'est que nous, on est une génération où les choses, on préfère les vivre plutôt que de montrer aux gens qu'on les a vécues. Mais... Non, mais ça, c'est... Parce que sinon, après, ça rend des personnes... Goûter ça ouais, je vais vous goûter ça. Parce que je vois que le poulet te... Non, mais... Le poulet te plaît. J'attendais que tu me dises... Non, mais justement, on pas, parce que si avec moi t'attends, on va parler toute la life. Oh là là. Ça va être vrai aussi encore. Oh là là. Plaisir, complètement. Parce que le but du jeu, c'est de manger quand même. Ah, mais. T'inquiète, je vais taper ça bien comme il faut. Le truc est tellement gros, je sais même pas comment. Ouais, bah croque dedans, hein. Franchement, fais comme tu veux, ambiance-le comme tu l'entends. Je pose ça déjà. C'est ta graille. La dernière fois, quand on était chez Étienne, d'ailleurs, encore dédicace à Étienne, Tukibuki, je vous mettrai le lien en description comme la dernière fois. Tu me disais un truc super intéressant qui m'a. Que j'ai trouvé assez réaliste par rapport à la période qu'on vit. Tu disais que je te disais pourquoi tu fais pas de clip. Et tu me disais qu'aujourd'hui tu préférais fabriquer des vinyles. Ouais. Du moins l'argent que tu allais mettre, tu préférais le faire dans du concret justement pour ce truc testimonial. Exactement. Plutôt que de faire un clip. Ben écoute, c'est très simple. Tu as vu les clips aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est faciliter un peu l'écoute de ta musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, vu qu'ils misent sur leur visuel autant que leur musique, c'est encore un artifice. Ma musique, elle va mieux s'écouter sans clip. Ou sinon, il faut que je fasse un clip, c'est presque un film ou un court-métrage. Il faut juste rapper à l'image, ça m'intéresse pas. Toi, tu veux qu'on écoute ta musique. Voilà. La musique, moi quand je l'ai écouté, il y avait déjà des clips à la télé, mais il n'y avait pas qu'autant. C'est-à-dire que la musique n'a pas besoin de l'image. L'image a besoin de la musique. Ah oui, dans tous les films, clairement. C'est pas que il y a forcément ce qu'on appelle un score. Il y a des sons qui reviennent récurremment, des ambiances, que ça soit une nappe ou etc. L'image a besoin de la musique. La musique, elle a besoin de rien du tout. Et pourtant, aujourd'hui, elle est plus regardée qu'écoutée. Voilà, donc c'est chercher une facilité, comme je te disais tout à l'heure, la façon de construire, dropper, avoir des effets, tout ça, c'est bien. Hein. Moi, je suis pas contre la technologie, mais toi, dans ta démarche, aujourd'hui, un morceau pas terrible, s'il a un clip très bien,
tu vas aimer le son. Mais c'est triché. En fait, c'est l'image. Parce que l'image, c'est plus facile d'attraper l'œil que d'attraper les oreilles ou le cœur. On en revient à ce qu'on disait sur les sens qui sont mis en avant ou pas. Voilà. Donc, non. Et vu que je suis indépendant, je préfère investir de l'argent donc à quelque chose qui va rester, à la culture de l'objet, le vinyle, le CD, mais surtout le vinyle. Voilà, c'est quelque chose qui va rester, tu vois. Après, tout le reste, c'est que sur des serveurs iCloud, la musique est digitalisée. Et la musique a même un autre grain quand elle est pressée sur un vinyle, tu vois, même si c'est de la musique moderne. C'est autre chose. Et c'est toujours dans cette quête où il faut aller vers la musique. Le CD, il te faut une platine, faut que tu aies des enceintes. C'est une autre logistique que le téléphone. Et sinon, même c'est pour les gens qui n'ont pas de vinyle, qui ont apprécié ta musique digitale, ils ont quelque chose de concret qui va rester, qui vont mettre ceux qui collectionnent les vinyles, ou même il y en a qui n'ont pas, ils vont l'encadrer, ils vont le mettre chez eux. Ouais, comme tu disais aussi, le fait de pouvoir lire les crédits, de voir lire les paroles quand elles sont dedans, et ainsi de suite. Puis avoir un rapport tactile. Bien sûr, mais c'est la base. Et puis en fait, je pense qu'il y a un truc qui se fait naturellement, de manière même peut-être inconsciente, c'est le manque. C'est vu que tout est digitalisé, t'as besoin d'avoir un rapport concret au moins avec une partie du truc. C'est matérialiser le rêve en fait. Voilà. Faut matérialiser quand même le rêve. La brioche, elle est peut-être un peu raide, non? Non, c'est très bien, très bien. Tu veux plus? Oh là là, c'est très bien. Ça donne quoi là? C'est bien. Très bien. J'aime bien. De toute façon, ça marche bien. Moi tu me mets des crevettes. Ah mais la truffe des fois, ouais mais ça prend le dessus. Ouais mais justement tu l'as bien dosé ou le citron fait que le citron lui dit calme. Ouais c'est bien. T'as vu? Et ça... Mais tu sais que les mayonnaises comme ça là, tous ces trucs là, j'en faisais jamais avant. Hein. Ben, je pense que en cuisine le plus important souvent c'est les sauces, les accompagnements, c'est ça qui va transcender le goût de ta viande, le goût de ton pain, de tes pâtes. C'est la sauce, hein, moi j'ai compris, c'est ça le flow. Ouais. Le flow, c'est pareil que dans la musique, c'est les nuances de flow, de mélodie, c'est ça qui donne et puis c'est ça du relief. Qui va faire le lien. Le lien entre, qui va donner du relief. Ah oui, oui. Tu vois, même quand tu fais bien les sauces, tu cuisines en fait. Voilà, une fois que tu as les sauces, c'est vrai. Le reste, c'est juste des temps de cuisson à respecter. La viande, tu l'aimes saignante ou tu l'aimes à point, machin. Ça, c'est des trucs faciles à maîtriser. Mais un petit accompagnement, un petit guacamole, une petite mayonnaise, c'est ce qui va faire la différence. Pour moi, hein. T'as vu, totalement. Totalement. C'est c'est un truc de ouf. Mais c'est... en tout cas, je me régale. Hein. Tu valides? Ah oui, mais de ouf. Il est quelle heure? Je t'ai dit 16h. On s'est dit plein de trucs... Il est 15h50. Ça fait, on a fait au moins 2 heures. Moi, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est l'impact du 91, du rap de l'Essonne, sur la francophonie même, parce que je parlais avec David hier, qui est du 91 aussi, on parlait de Grigny, etc., on parlait de la Coméra, on parlait de tout ça, et je me rappelle, moi, du Zer. Le fait de parler en zer, etc., que c'était vraiment, ça vient d'un parking, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, que ça s'est répandu. Non, mais je vais t'expliquer, c'est très simple. Le 91, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, de l'Île-de-France. C'est le département, on va dire, le plus jeune. C'est-à-dire que 94, 93, 75 c'est Paris, c'est normal, 7, 8, etc. Ils avaient déjà des grosses cités depuis longtemps. 91, avant, c'était des champs. Ils ont construit... Ça a été construit dans les années 80-90, quand d'autres cités qui sont plus proches de Paris avaient déjà une certaine culture, des anciens. Les premiers anciens, c'est nous. Il n'y avait pas d'anciens avant nous. Donc, comme je te dis, il n'y avait pas de rap, il n'y avait pas d'argot, il n'y avait rien en fait. Mais en fait, les enfants de 91 sont des enfants du monde. C'est-à-dire que la plupart des gens de ma génération, ou même un peu plus vieux, qui sont arrivés dans le 91, il y en a comme moi, ils ont grandi en Russie, en Belgique, dans le 9-2. Ouais. Donc si en vrai, je suis un mec du 9-2. DJ VR, qui est un ancien de chez nous, il a grandi à Paris. Aliou, qui est un ancien de chez nous, c'est un gars du 19.
Il y en a d'autres, ils ont grandi au bled. C'est-à-dire qu'on avait déjà tous une histoire Une origine. et on est arrivé dans un coin qui n'avait pas d'histoire. D'accord. Ouais. Donc forcément, Ah oui. on a créé une identité que tu ne vas pas trouver dans les autres départements. Il n'y a pas de façon de s'habiller, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de sportif, il n'y a rien. Mais tout le monde vient d'un peu partout. Donc quand on arrive ici, ben, il y a tout à faire. Donc de la façon de s'habiller, à parler, à rapper, forcément, on ne pouvait pas être sur les autres fondamentaux que les autres qui avaient déjà une histoire. Nous, on est le département le plus jeune de l'Île-de-France. Donc forcément, ça fait des trucs bizarres. Et comme je te dis, pour la musique, nous, il n'y avait pas des anciens qui rappaient. Donc nous, on est exclusivement rap américain. Quand dans tous les autres départements, dans toute la France, c'est qu'à New York, nous, on écoutait du son du Sud, de Oakland, du Texas. À Greeny, ils étaient dans la West Coast et dans le Master P. Donc forcément, ce qui fait que tous les rappeurs et toutes les générations qui sont arrivées, bah, ceux qui ont percé, bah, ils ont marqué l'histoire. Tu vois, des groupes comme PNL, c'est Tarteret, c'est Corbeil, c'est à 10 minutes de chez WAM. Tu prends les petits jeunes, les Niska, des Kobalade, des Nino. Nino, c'est les petits de chez nous. Donc forcément, vu qu'ils ont grandi dans un département qui bourgeonnait créativement, etc., bah, ça les a emmenés haut. Et pour finir avec les argots, par les gens disent « Ah, je suis dans les bails ». Nous, on est dans les bails avant que ça s'appelle les bails, vu que c'est nous qui avons appelé Enda. Enda, voilà. Dans le 91 Enda, c'est sorti en 2003. Voilà, c'est ça, PNL, ils l'ont repris en 2018. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a fait bizarre d'entendre ce slang. Les airs, Nubi, c'est lui qui disait sale, saleté, machin. Les gens, tout le monde disait ah c'est sale, c'est sale. Ils ont dit ah c'est sale, ça vient de chez nous. Moi j'ai inventé en 2000 ah ouais méchant, méchant. Niska c'est maintenant méchant, mais c'est moi qui rappelais comme ça et qui c'est en fait c'est des argots. Méchant. C'est-à-dire Méchant. voilà donc c'est des trucs nous on a mis dans des textes. C'est devenu des argots dans toute la France. Des façons de parler qui sont nées dans mon quartier, dans toute la France. Ben ça, c'est nous qui l'avons inventé. Quand j'entends Damso à Bruxelles parler en zer, ça me fait délirer. Je me dis que le mot, il a traversé... ou même, je pense à Taro. C'est quoi les G's? C'est quoi les bails? Tu vois, qui était dans sa matrice de ouf. Et qu'aujourd'hui... un petit gamin à Lille, il va dire ça, quoi. Mais après, c'est là que, comme je te dis, département jeune, vraiment inspiré de gens qui venaient de partout, ça a fait un truc que tu retrouves pas dans les autres départements, tu vois. Moi, dans ma théorie, il y avait aussi le fait que le 91, un peu comme le 77, c'est un peu la campagne, c'est vaste, et qu'il y a des spots qui sont vraiment isolés, et que les gens grandissent en cercle fermé. Ouais, je pense aux Ulysses, je pense à Grigny. Évry un peu moins parce qu'il y a le transport, il y a plus de transport, non, etc. en fait, il y a deux écoles. Dans le 91, il y a deux trucs. Éloignés, on vit ensemble. C'est-à-dire, tu as le triangle des Bermudes. Ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, c'est Grigny. Tu sais, par rapport au train, tu arrives à Grigny, puis tu arrives à Évry, puis tu arrives à Corbeil. Donc, ces trois villes-là, c'est le triangle des Bermudes. Donc, nous, on va se fermer dans ces trois villes. Tout le monde se connaît, tout le monde se déteste, tout le monde s'est fait la guerre, tout le monde s'est marié. C'est-à-dire qu'on vit dans le 91, les gens de ce coin-là, ils sont ensemble. Et dans ce coin-là, les gens de Corbeil ne se mélangeaient pas trop, les gens de Grigny ne se mélangeaient pas trop, les gens d'Évry. Parce qu'en fait, l'architecture de 91 fait qu'entre chaque quartier et entre chaque ville, il y a soit une autoroute, une nationale ou un parc. Donc c'est pas comme dans le 93 ou d'autres départements. Là, ici, tu es à Vitry, tu traverses la rue, tu es à Orly. Nous, il n'y a pas ça. Il y a une autre autoroute, il y a des frontières physiques qui font qu'on a vécu vraiment en tribu. Tu vois, donc c'est une autre façon. Donc même dans le 91, il y a des mots, des argots qui disent à Grigny que nous on dit pas Évry. Bien sûr. Alors que dans le 93, tout le monde va parler d'appareil. Nous, même de quartier en quartier, c'était pas les mêmes. Donc ça a été que donc il y a eu vraiment beaucoup. Mais c'est la force du 91, c'est parce qu'il y avait rien avant, mais c'est surtout parce que il y avait des gens qui ont grandi à Paris, en Afrique, aux quatre coins du monde et dans toutes les cités ou départements d'Île-de-France, ou même des gars qui ont grandi à Lyon, à Marseille, ils sont arrivés... Quand tu regardes maintenant avec le recul, tu te dis que le 91 a fait les plus gros scores.
Diams, De l'or moderne. Cynic, Ouais. DC's. PNL, DC's, Nino, Niska. Hmm. Tu te rends compte, c'est le ça. terreau, c'est incroyable quand même. Bah après... Après, je dis pas que les autres ont pas fait, parce que le 92, il a fait aussi, tu vois ce que je veux dire, mais d'une autre manière. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Et justement, là, j'ai chopé le bouquin sur l'école de Boulogne, justement, sur ce truc autour du pont de Sèvres, parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un... Ouais, mais la plupart des stade départements... de formation. La plupart des départements Club ont eu leur époque, mais ça se renouvelle pas. Là, tu viens me faire remarquer, des meufs comme Diams qui ont tout niqué, c'est début des années 2000. PNL, c'est 2010-2015. Les Niska, c'est pareil, 2020 ou un peu avant. Donc, c'est-à-dire que sur plusieurs générations, tu as eu vraiment des gros rappeurs. Tu vas me dire, le 9-4, c'était l'époque de Mafia Cafri. Ah, bah, c'est Aujourd'hui, ils sont Aujourd'hui, plus... il n'y a personne qui identifie voilà, 9-4 vraiment tu fort, vois. aussi fort en tous les cas. Voilà, tu vois, 9-2, il y a l'époque, l'équipe de Boulogne, tout ça, les Bouba, les Maleka, le Morte, machin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas... Ouais, après, c'est passé, maintenant c'est Sevran, du moins l'école de... Ouais, du 9-3, Sevran, ils ont eu NTM, après ils ont eu personne, et là, récemment, ils ont des gars. Mais sur plusieurs générations, nous, depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire que même les rappeurs à l'époque, quand ils allaient à la radio, ils dédicaçaient tous les départements pour le 91. Ouais, dédicace 9-2, 9-3, 9-4, 7-5, 7-7, étant donné 7-8. que j'étais dans le 91. Et comme nous, on était tout petits, ouais. mais après, nous, après, on a été vite respectés. Pourquoi? La chance qu'on a eue, et peut-être le malheur, c'est que la plus grande prison d'Île-de-France, elle est dans le 91, c'est Fleury-Mérogis. Donc nous, dans le rap, on n'avait pas de nom, dans le sport, on n'avait personne, etc. Les autres départements, ils nous ont connus comment? C'est en prison qu'ils nous ont connus. C'est pas très réjouissant. Non, mais c'est pour... Mais c'est une réalité. Mais c'est une autre réalité, c'est-à-dire que les mecs du 91, c'est pas comme dans le 9-3 ou 9-2, etc. Ils avaient déjà des rappeurs, ils avaient déjà des chanteurs, etc. Machin, tout ça. Donc ils avaient déjà rien à prouver. Nous, on avait trop à prouver. Ouais, c'est clair. Dans le rap, on est arrivé, il fallait qu'on soit méchant. Et ceux qui étaient en mode street, il fallait qu'ils soient méchants. La prison, elle est chez nous, donc on est plus nombreux. Donc de toute façon, le 91, c'est la campagne. Quand tu arrives à Fleury, tu vois mes copains qui sont dans la promenade, eux, ils sont pas gentils, t'as vu? Et vu que justement, vous faites les mecs du 9-3, 9-4, genre on est chaud, bah, vu que nous, on veut se faire un nom, on arrive plus méchant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand t'as un truc à prouver, t'es plus déter. T'as vu, c'est pas pareil. Donc de la musique au sport, etc., dans tout, quel que soit le domaine, nous le 91, il fallait qu'on prouve. Donc les gens, ils allaient à fond dans leur domaine de compétences. Et après, Ça voilà. a marché. Hein. Et ça marche. Ouais. Ouais, enfin, on avait trop à prouver. On avait trop marché, prouvé. même. On avait trop à prouver. Faut que je te serve un petit jus de gingembre. Ouais, ça va me booster un peu. Ah, moi, je suis... De toute façon, moi, du gingembre, tous les matins, tous les soirs, ce gingembre, miel, c'est ma base. Hein. Dans un petit thé, voilà, soit le matin, soit le soir. En plus, j'ai, à force d'avoir mangé pimenté, avoir mangé aussi pas mal de merde, j'ai mon estomac qui est un peu fragile. Ouais. Le miel le matin, avant de manger quoi que ce soit, t'as vu, c'est comme un gilet pare-balles sur ton estomac. Oh merde. C'est Ça bénéfique le miel, c'est ouais, seul des rares trucs. Ah ouais, mais c'est incroyable le miel. Et encore, bon, c'est pareil, le miel, il faut avoir accès à du bon miel. Parce que- Après, moi, franchement, je mets pas dans l'oseille, dans n'importe quoi, mais des trucs comme le miel, c'est du truc bio, machin, Ouais, que c'est j'achète, important. qui me casse un peu, mais j'achète pas du miel au Ouais, supermarché, non, c'est t'as- du t'as- glucose, ils t'as vendent raison. du glucose. Moi, Ouais. j'achète du miel, voilà. Je mets pas 1 million dedans, mais je prends du bon miel. Et la chance que j'ai, et il paraît que le meilleur miel parmi du monde, il est fait au Cameroun, je savais même pas. Il y a un miel ouais, exceptionnel il y a un du miel cas. Ouais, j'ai vu ça il y a pas Exceptionnel, mais les Ouais. gens ils disent c'est un truc de ouf, tu vois. Et quand j'aurai au bled. longtemps. Et qui a des je- vertus médicinales de Bah, ouf. ouais, c'est ça, il y a un truc. Et le poivre aussi, un des meilleurs poivres au monde, c'est du Cameroun. Donc j'apprends des trucs sur mon pays tous les jours, mais ouais, il paraît ils ont un miel de ouf et un Frère, poivre le Cameroun- exceptionnel. Le Cameroun, c'est dingue comme on le connaît mal en fait. Bah, tu sais pourquoi? On appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. C'est le seul pays en Afrique qui a tous les climats
que tu peux retrouver en Afrique. Il y a la diversité de... Tu vois, de paysages. Ouais. On a le désert, on a la montagne, on a la savane, on a la jungle. C'est-à-dire ce que tu vas trouver dans tous les pays, ce paysage est au Cameroun. Et c'est le seul pays qui est... Et en fait, nous, on est vraiment à l'équateur. Et les gens disent souvent que le Cameroun, c'est... que l'Afrique, c'est comme un flingue. Hein. Et nous, on est juste au niveau de la gâchette. Donc après, c'est un truc très camerounais. Le Cameroun, on appelle ça le continent. Parce qu'en fait, c'est l'Afrique. On appelle ça, on est l'Afrique en miniature. Ouais. C'est-à-dire, tous les climats et tous les morphotypes de Renois, tu vas trouver au Cameroun. Au Cameroun, il y a des petits comme moi, du sud, machin. Tu as vraiment même des pygmées, tu as des super clairs, des foncés, et tu as des prototypes du Sahara, Peul, malien. C'est-à-dire qu'un Camerounais, il peut ressembler à n'importe quel Africain. Tu vois, et c'est un des rares pays. Et on a toutes les langues aussi. On parle français, il y a le côté espagnol, portugais plutôt, parce que Cameroun, ça vient de crevette en portugais. On a le côté allemand. Incroyable. Donc il y a un côté... Bon, maintenant, aujourd'hui, concrètement, tu as une partie anglophone où ils parlent anglais. Et tu as une partie qui parle français. Mais nous, tout le nord du Cameroun, c'est des musulmans. Le sud, il y a des chrétiens, des protestants, il y a encore des animistes. Et dans le Cameroun, c'est pas comme beaucoup pays d'Afrique où ils ont pris un ou deux patois et c'est devenu un peu les langues nationales. Ouais. C'est-à-dire au Sénégal, tu parles Wolof, c'est bon. Ouais. Au Cameroun, tu parles le truc de ton village. Dans le village à côté, ils comprennent pas. Nous, il y a 150 patois. Donc en fait, dans la rue, tu vas entendre que parler français. Parce que même entre Camerounais, vu que chacun a son... Le lien se fait via le français ou l'anglais. Parce que chacun a son patois différent. On parle pas c'est pas le même truc. Et vraiment, c'est genre, tu te dis, mais c'est même dans le même pays, mais c'est deux langues, c'est pas la même base. C'est incroyable pour un petit pays quand même, tu vois. On dit en superficie, c'est pas si grand le Cameroun, mais c'est trop divers. C'est trop divers. C'est riche. Ouais. Bon après, t'as vu. Mais il y a un truc, moi par exemple, que j'ai découvert finalement il y a pas si longtemps, c'est la guerre du Cameroun. Ouais, il y a plein de trucs. Il n'y a rien, aucun livre d'histoire ne parle de ça. La dernière fois, il y avait même un mec qui évoquait ça, et il y a quelqu'un qui était au gouvernement qui disait que ça n'avait pas existé. Ouais, mais bien sûr. Le mec n'était pas au courant qu'il y avait eu même l'utilisation du napalm, etc. sur les gens, tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est phénoménal de ce truc-là. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Les livres d'histoire. Et aujourd'hui, on a un monde où le narratif occidental, il a rendu fou tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'école, on t'a pas appris ce qui était. On t'a pas appris la vraie histoire du monde. Et ils sont toujours dans le déni. Aujourd'hui, la France, c'est un grand pays, une force économique. Pourquoi? Ils vont jamais te dire, c'est parce qu'ils ont eu des colonies aux quatre coins du monde. Ils te font presque croire qu'on vous a apporté la civilisation et sans nous, vous n'êtes rien. Non. Sans toutes les colonies que la France ou un pays comme l'Angleterre a eu, vous ne serez pas des grandes puissances. Les puissances navales ont fait en sorte qu'ils aient des ports partout. On parle vos langues aux quatre coins du monde. Voilà. Vous êtes riche, pourquoi? Parce que vous êtes allé aux quatre coins du monde mettre des carottes entre guillemets. Donc, retourner le truc, le narratif où nous, c'était les Lumières, etc. En Europe, ils n'ont pas inventé grand-chose. Toutes les bases des civilisations modernes ont été faites, soit en Afrique, soit en Asie, en Inde, etc. Même les flingues, la poudre, vous ne l'avez pas inventé, ça a été inventé en Chine. L'écriture, c'est pas vous qui l'avez inventé. Même les pâtes. Vous n'avez rien inventé. Après, vous avez tout sublimé. C'est-à-dire que l'Occident, à un moment, machin, mais nous faire croire que vous êtes le phare de l'humanité depuis le début. Non, vous êtes le coin où vous avez profité le plus du savoir et des richesses des quatre coins du monde. Vous avez maximisé l'avantage que vous avez. Après, moi, je suis pas pro-black. Pour moi, je suis pro-humain. Mais à un moment, le narratif qu'en Occident, ils t'ont dit, moi, quand en 2005, j'arrive en Chine, je regarde la Chine, et je me dis, mais en fait, en Europe, on nous fait croire que c'est nous, c'est machin. Avant que la Chine soit ce qu'elle est maintenant aujourd'hui, tu vois la Chine, tu dis, ah non, ils sont 1,5 milliard, ils travaillent 350 jours sur 365, avec le sourire, tout le monde est machin, à 24, ça construit des tours de partout, c'est ouvert de partout, on croit que les Chinois, ils sont comme ça, je vais là-bas, ils font la fête, ils sont ouverts, ils n'ont jamais vu un noir, mais ils n'ont pas le regard d'un Polonais qui va te voir, tu vois ce que je veux dire? Ils ont, tu vois, ils ont plein de trucs, ils ont une mentale, ils ont une façon de faire, je me dis, en
2005, je me dis, bah, c'est bon, c'est eux qui vont machin. Tu vois, regarde, c'est très facile à savoir. Tu vois, la Chine, les Européens, ils ont construit des bateaux pour aller aux 4 coins du monde. Les Chinois, ils ont fait quoi? Ils ont construit une muraille pour dire, nous, ça c'est chez nous, on veut même pas aller chez vous. T'as vu? Donc dans la mentale même du Chinois aujourd'hui, on fait surtout pour se protéger des Mongols, voilà. etc. Mais c'est-à-dire que aussi. donc aujourd'hui, les gens disent ouais, les Chinois ils veulent conquérir le monde, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Eh frère, les Chinois, ils veulent juste. Ils ont sorti en 25-30 ans presque 1 milliard de gens de la pauvreté, c'est ça qu'ils veulent. Écoute, regarde, tu vois, moi je vais te parler d'un truc, on parlait des Russes. Moi je suis né en Russie, pourquoi? Mon daron, il travaillait pour l'État camerounais, c'était un prof à l'université. Après, il a pu être conseiller culturel dans les ambassades. C'est-à-dire que mon daron, partout où il a été, il a bossé. Il était diplomate, il était dans les ambassades aux 4 coins du monde. Lui, son boulot, c'était pas la politique militaire, c'est culturel. Voilà. Pourquoi il était en Russie? À l'époque, à la Russie, il donnait des bourses gratuites à tous les pays africains pour venir faire des études de médecin. Tu vois, des trucs, des vrais trucs. Donc aujourd'hui, tu as toute une génération de mecs qui ont été médecins, ingénieurs, etc. Ils ont été formés en Russie. Les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, que sais-je, quand ils venaient en France, c'était pour travailler dans les usines. Tu allais en Russie, tu sortais de Russie, tu étais docteur. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'on mette un point final à cette, à cette discussion parce qu'il va falloir que tu vaques à tes occupations. Ouais, c'est ça. Et je te remercie de m'avoir reçu. D'avoir accepté mon invitation, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi les prochains... Les prochains trucs, là, on parlait de l'objet tout à l'heure. Il y a le dernier album qui est sorti, Extravaganza, qu'on a sorti en vinyle là récemment. C'est sur mon site, il y a un lien, on a un site si tu veux commander. Donc il y a Extravaganza et tu as le Maison Suave qui était sorti en fin 2022, qui est aussi très sympa. Donc c'est 2 projets en vinyle, en CD. Et là on va ressortir les 2 albums que vous avez fait avec un ami, Joe Lucas. Donc c'est L'Enfer au Chaude et Codex Gigas. Bon, il est là, il barre sur Paris, il est dans le coin. Hein. Faut juste le prendre quand il est à jeun, mais sinon c'est bon. Ouais, donc on va sortir tous les derniers projets qu'on a sortis ces 6, 7, 8 dernières années. Back to back, là, mais en allant à l'envers. Donc on a sorti le plus récent, c'est Extravaganza et Maison Suave. On ressort Codex Gigas, L'Enfer à l'eau chaude. On sort mon EP El Chalino. En fait, on redescend. On redescend la boucle, en fait. On redescend la montagne. C'est intéressant pour les gens qui apprennent à te connaître avec les derniers projets. Et comme ça, ils ont ils ont les préquels. un petit c'est comme background. Ouais. Bon, hello. Yes. Alors, on a bien discuté, franchement, on voulait pas faire trop long, mais... mais c'était bon. Goûte ça. C'était bon. La discussion était intéressante. Et en plus, la bouffe, elle était bonne. Donc, franchement, quand tu es en bonne compagnie et qu'il y a ce qu'il faut dans les assiettes, les repas, ils sont plus longs, tu vois. Ça change des petits repas à la va-vite. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour le cerveau. Et pour les papilles, Bon, les petits pains perdus là, oh là là. Tu vois, moi quand j'étais petit, je regardais un dessin animé là. Ça c'est un truc animé japonais, Le Petit Chef. J'aimais trop Le Petit Chef. T'as vu le mec, il mettait Il partait dans la montagne. Il partait dans la montagne pour couper la groseille, où il finissait sur un poisson, sur une vague. Ah ben le goût du poisson, les trucs. T'as vu? La cuisine c'est comme la musique, c'est des émotions. C'est vrai, il a raison, c'est spaghetti parfaitement cuit al dente. Oh. Moi j'ai beaucoup aimé le poulet, je suis un noir de base, parce que le poulet c'est un truc que je mange souvent. Donc l'assaisonnement, comment c'était léger et tout ça. Après, j'ai bien aimé aussi là ce que je suis en train de manger, parce que je suis un gars du sucre. Quand tu es un peu dans la fumette, le sucre c'est important. Donc mention pour le dessert là. Et les sauces pour le poulet là, elles étaient exceptionnelles. Moi je suis un gars des sauces. Pour moi la cuisine c'est d'abord la sauce, comme la musique c'est d'abord la sauce. C'est les flavors, c'est les différents degrés de goût
La nuance dans la musique, dans le cinéma, dans la vie, dans la personnalité. C'est la base de tout, tu vois. C'est le dégradé. Donc franchement, tout était bon. Hein. En fait, c'était cohérent. Ouais, c'était cohérent. Tout était bon. La mention aussi pour les crevettes, vu que je viens du Cameroun. Donc nous, on aime bien les trucs de la mer, les crevettes, le poisson. Franchement, il manquait que le poisson, en fait. Ouais, bah Mais c'est bon, là, déjà, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. On s'est régalé. Merci pour l'invite. Eloquence de ma kitchen. Merci. Yes.